Est-ce que t'as eu des moments où t'as regretté? Jamais. T'as des moments quand même où tu t'es dit putain, est-ce que c'est... Si c'est pas des regrets, c'est plutôt des doutes sur ta capacité? Tout le temps. Ouais. Soit tu te suicides philosophiquement et tu vas par exemple chercher du sens ailleurs, soit tu te révoltes et tu te commences à dire ok, il n'y a pas de sens, mais c'est une opportunité pour créer mon sens. Et ça demande un effort, mais je vais le faire. Et chaque personne peut créer le sens qu'il veut à sa vie et créer son monde dans le monde, son jeu dans le jeu. Tu vois. Puis du coup, ça ressemble à quoi une vie d'explorateur aujourd'hui, en 2024? Aujourd'hui, j'ai changé de définition de la liberté. Je pense que c'est de choisir consciemment ses contraintes, Oui. de ne pas les subir. Mais c'est pas parce que tu as zéro contrainte que tu es libre. Si tu devais donner une seule question à Ulysse il y a 5 ans, ce serait laquelle? La plus pertinente? Bah, c'est celle qui m'a bougé, moi. C'était... Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai l'immense plaisir d'avoir un explorateur qui vient en Suisse. Peut-être que tu expliqueras la raison pour laquelle tu es là. C'est Ulysse Lubin, donc bonjour à toi, comment tu vas? Salut Yann, bah, ça va très bien. Oui. C'est cool d'être en Suisse. Ouais, plaisir de te voir en vrai. Ouais, carrément. Toutes les fois on a parlé en ligne pendant, je sais pas, 1 an, 2 ans. Ouais, plus ou moins je pense, c'est à peu près ça. T'es passé un peu par tous les pays, pendant que moi j'étais encore fidèle à mon pays à moi, la Suisse. Du coup, ça va être compliqué pour moi de te présenter, donc je vais te laisser l'honneur de le faire de manière relativement rapide. Rapide? Ouais. Je m'appelle Ulysse, je relève 100 challenges à travers le monde. Voilà, j'étais sûr qu'il allait faire cette version-là. Bravo. Autre question du coup rapide. Un peu plus... Tu veux une phrase si tu veux, c'est que en chemin je documente toutes mes aventures sur YouTube, mon blog et les réseaux sociaux, et bientôt en livre aussi. Trop bien, super, bon, on va en parler de ton livre aujourd'hui. J'aime bien poser aussi la question, quel est l'adjectif qui te correspond le mieux? Wow. T'as le droit, t'en as le droit. Moi, je pense la curiosité, l'exploration, c'est ça. Tu peux pas aller à droite, à gauche, tu peux pas aller voir ce qui se cache derrière l'horizon si t'es pas un minimum curieux, si t'as pas envie de découvrir ce qui est caché derrière les chemins de traverse. Excellent. Non, je pense la curiosité, le fait de s'intéresser un peu à tout et... Ouais. Ok. Puis du coup, ça ressemble à quoi une vie d'explorateur aujourd'hui, en 2024? Mais déjà, le terme explorateur, il est étrange parce qu'on a vite l'idée que, tu vois, on va penser à Magellan, on va penser à Christophe Colomb, on va penser à tous ces gars-là. Et c'était des vrais explorateurs, et il y en a qui en font leur métier, entre guillemets. Par exemple, Mike Horn, il se présente comme étant un explorateur professionnel, un aventurier, parce qu'il gagne de l'argent avec ses expéditions. Ce qui est moins mon cas. Moi, je suis plus un... En fait, ça veut dire quoi, explorer, déjà? C'est pas si simple de décrire ça, tu vois. Pour moi, c'est d'expérimenter l'inconnu. Ok. Tu voulais... Non, vas-y. Non, c'est parce que typiquement, toi, est-ce que tu te considères comme un explorateur du type Mike Horn, ou t'es plutôt un explorateur un petit peu, pas dans les extrêmes physiques, mais plutôt dans tes extrêmes mentales, si on peut dire? Bah, la différence entre Mike Horn... tu vois, parfois, on me fait cette remarque, on me dit « Ah, tu veux être le prochain Mike Horn, etc. » Je suis en mode « Pas du tout !» Mike Horn, c'est un mec incroyable, exceptionnel. Pour moi, c'est un être hors du commun. Il a fait des choses complètement folles, mais aussi, il a fait les forces spéciales, je crois, en Afrique du Sud, il a fait la guerre en Angola, il allait survivre en Amazonie, etc. Donc forcément, quand le gars te dit « Je vais faire le tour de la Terre en suivant l'équateur, sans moteur », tu te dis « Ok, c'est incroyable, mais c'est Mike Horn. » Moi, je fais pas des choses aussi extrêmes, mais je fais quand même des challenges qui sont assez relevés pour... quand tu t'es jamais sorti de chez toi, tu vois. En revanche, moi, je suis vraiment un mec ordinaire qui s'est dit « Vas-y, tous les trucs qui me font peur, je vais aller les faire. » Okay. Mais 100% de mes challenges, tout le monde peut les faire, tu vois. Donc, je suis pas un aventurier. Je me considère pas comme étant un aventurier comme peut être Mike Horn. Par contre, un explorateur, oui, parce que je vais me confronter à plein de choses qui me font peur, qui sont un peu étranges, effrayants, qui sont inconnus pour moi. Je vais dans plein d'endroits sur lesquels, toi, je serais pas allé si j'étais jamais sorti de chez moi. Okay. Mais tu peux explorer évidemment des nouveaux lieux physiques, des cultures. Tu peux explorer aussi des questions. Tu peux explorer, tu vois, l'introspection, c'est une forme d'exploration. Tu peux aussi explorer des nouvelles disciplines, des nouvelles idées, te plonger dans, je sais pas, des choses qui sont, même dans des religions, par exemple. Tu te dis, tiens, c'est intéressant les idées qu'il y a dans telle ou telle religion. Vas-y, je vais aller explorer ça, je vais aller essayer de me faire séduire par tel ou tel paradigme, et puis après, questionner, prendre du recul, avoir plus une posture agnostique, etc. Donc voilà, l'exploration, c'est un spectre qui est très très large et qui va un peu tout et rien dire. Et c'est le problème avec les étiquettes, tu vois. Ouais. C'est que moi, mon activité, elle est très bizarre. Donc, concrètement, je relève des challenges, oui, je les documente sur les réseaux sociaux. Donc, il y en a qui vont me dire que je suis youtubeur, d'autres qui vont dire que t'es blogueur, d'autres qui vont dire que t'es écrivain,
Mais je gagne mon argent en vendant des formations en ligne aussi. Donc, est-ce que je suis formateur? Mais moi, en fait, j'ai pas vraiment ces identités. Je dis juste, je relève 100 challenges à travers le monde. Tu vois. Ok. Voilà. Et puis, ça parce que finalement, pour les personnes qui ne te connaissent pas, toi, tu viens d'un milieu qui est aux antipodes de ça, entre guillemets. T'as fait une école d'ingénieur, c'est juste? Exact. J'ai pas d'entrepreneur dans ma famille, ou enfin très peu. Ok. Puis comment, en fait, tu es passé de Ulysse qui faisait des études, qui est parti ingénieur, qui a monté sa boîte, sauf erreur, Ouais. à gentiment switcher pour arriver là où tu en es aujourd'hui, à dernièrement plus avoir écrit un livre. Ouais. Ça, c'est une longue histoire. Ouais, c'est... Déjà, je pense qu'on fait partie d'une génération qui ont... tu vois, on a eu accès à Internet, à d'autres modèles, d'autres gens qui ont un petit peu déblayé la voie pour nous, qui nous ont montré qu'il y avait des alternatives qui étaient possibles. Je sais que tu as parlé notamment avec Alex Viseo il y a pas longtemps, tu vois. Lui, typiquement, c'était un gars... donc 10 ans avant moi, il s'est lancé. Et lui, il avait pas trop de référentiel, quoi. C'était quand il a quitté son job, en plus, tu vois, il venait plus d'une classe ouvrière, etc. Quand il est arrivé, il a monté tous les échelons avec sa grande gueule jusqu'à devenir directeur de clientèle à Levallois-Perret dans une grosse boîte. Et là, il a tout lâché et il a fait sa décision à elle. Elle était vraiment très osée à l'époque. Elle le serait encore aujourd'hui, tu vois. Mais il a lâché un job où il gagnait plus d'argent qu'il aurait jamais imaginé quand il était plus jeune pour partir autour du monde avec une caméra. Ça, c'était balèze. Du coup, moi, 10 ans plus tard, j'avais déjà des pistes, tu vois, tiens, Alex, il l'a fait, il y en avait 2-3. Donc, je me disais, tiens, peut-être qu'il y a un monde où il est possible de faire ça. Et ce qui a créé cette réflexion-là, c'était en amont où, déjà, quand j'étais ingénieur, quand j'étais diplômé, tu t'es face à un choix. Tu dis, bon, est-ce que je prends la route toute tracée qu'on nous offre, parce que ça reste un bon diplôme, tu vois, te dire, bon, je peux avoir un job bien payé. Moi, je suis toujours galère, j'avais pas beaucoup d'argent, etc. Donc, d'un coup, t'as un salaire qui est convenable, tu te dis, bon, tu craches pas dessus. Ou alors tu prends un risque. Moi, cette première décision-là, ce qui l'a déclenché, c'était un voyage en Islande. C'était mon grand rêve d'aller là-bas. Et j'avais un pote dans mon école d'ingé qui avait le même rêve. Et on s'alimentait le truc. Et on se disait, OK, le jour où on est diplômé, on part en Islande et on va faire le tour en van. Sauf qu'on n'avait pas de thunes, tu vois. Et l'Islande, ça coûte cher. Mais à l'époque, il y avait une ligne d'avion directe qui partait de Lyon. Il faisait Lyon-Reykjavik. Pour genre 99 balles. On s'est dit, OK, donc il y a un moyen low cost d'y aller. Et après, c'était la question du van, comment tu trouves un van pas cher. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé je me souviens, il était à côté de moi, j'ai dit, OK, on va tenter un truc, on va appeler une boîte qui loue des vannes, on va essayer de négocier le truc. Je les ai appelés, j'aurais dit, OK, je suis un influenceur, entre guillemets, je vais faire une vidéo sur YouTube et tout. Elle n'existait pas, ma chaîne YouTube encore. Et ils nous ont dit, oui, pour les profils de votre type, on peut vous proposer 30% de réduction et tout. Je suis sûr que vous pouvez faire un effort et tout, machin. Et on a eu 50% de réduction sur le prix du van. Après, on a bouffé des nouilles réchauffées dans le coffre tous les jours. Et en gros, pour 500 € par personne, tout compris, on a bouclé le tour de l'île en entier, tu vois. En contrepartie, tu devais faire une vidéo qui allait cartonner évidemment sur YouTube. J'ai fait une vidéo sur YouTube qui était pourrie. Elle s'est fait strike parce que, du coup, moi, référentiel. Ma référence, c'était la vidéo d'Alex Viseo, son tour du monde en 5 minutes. Ouais. J'ai pris les mêmes musiques. Je me suis fait striker parce qu'elles étaient pas libres de droit. Et du coup, ma première vidéo, elle est aux oubliettes. Et voilà. Non, mais rien qu'à aller, par contre, on a osé. On s'est dit, vas-y, on n'a pas de thune, mais c'est notre rêve. Et un rêve, tu lui tournes pas le dos, tu vois. Donc, on y est allé pour de vrai. Et avec 500 balles, on a fait le tour de l'île. Et c'était incroyable et ça m'a donné une sorte d'amour pour le voyage et je me suis dit, mais ça, c'était incroyable. Je peux pas rentrer là et me prendre un job salarié. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais essayer de prendre un peu plus de risques et tout. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent pour faire des choses cool, quoi. Et j'avais la chance d'avoir fait mes études à Saint-Étienne, qui est l'une des villes les moins chères de France. Et du coup, on a décidé, avec un autre mec de mon école d'ingénieur, de monter une start-up à ce moment-là. Et là, je pense que c'était pour peut-être des mauvaises raisons, tu vois, parce qu'on était en quête de statut, on avait envie de se prouver, on avait envie t'avais quel âge ? 22 ans. Ok. De montrer, tu vois, peut-être d'exercer une forme de pouvoir aussi, tu vois, de lever le plus d'argent possible, etc. Moi, j'aime bien la phrase de dire, à ce moment-là, je mettais vraiment mes projets au service de mon ego, tu vois. J'avais envie d'être le gars qui avait monté la start-up, etc. Et bref, évidemment, la mode à l'époque, c'était en 2016, c'était les startups dans le web. On a suivi la mode, on a fait tout ce qu'il fallait pas faire, on a fait n'importe quoi, on avait de l'argent, on avait des gens. Et on a tout craché. Et du jour au lendemain, je virais tout le monde, c'était horrible. Et là, j'ai un peu perdu mon identité, tu vois. Parce que
tu passes 2 ans à donner tout ton temps, toute ton énergie sur un projet, donc tu te construis une identité. C'est comme quand tu passes 2 ans à préparer un Ironman, par exemple. De devenir un Ironman, ça va faire partie de qui tu es vraiment. Comme quand tu passes 2 ans à pas boire d'alcool, quand tu passes 2 ans à être vegan, par exemple, tu dis je suis vegan. Tu vois, donc ça s'intègre dans ton identité. Et ben nous, on était des start-upers, on était des entrepreneurs, et du jour au lendemain, t'as plus ça. Mais je me sentais pas ingénieur parce que j'avais pas bossé là-dedans. En fait, je me sentais plus rien, tu vois. Et ça, c'est horrible. Et du coup, tu rentres dans une phase où t'es prêt à tout pour te retrouver une identité. Et donc moi, je suis un peu rentré dans cette quête-là d'une recherche, de me dire, ok, bah qui je suis vraiment, qu'est-ce que je peux faire, etc. Mon premier réflexe a été de fuir en Amérique latine pendant 2 mois en sac à dos, premier voyage solo, parce que j'avais peur du regard des autres, du jugement de bah t'as planté ta start-up, maintenant t'assumes, tu vois. Et ça, c'était dur à voir. Et alors qu'en Amérique latine, personne me connaissait, je pouvais être qui je voulais. Je me suis inventé des identités de fou. Tu vois, je pouvais dire que j'étais start-upper, personne allait vérifier si ma boîte, elle existait toujours. J'avais l'identité du voyageur solo, tu vois. J'avais des choses sur lesquelles me raccrocher. Et à un moment donné, j'avais plus une seule thune. Du coup, je suis rentré en France parce que j'avais pas d'argent. Et pour la petite anecdote, c'est un truc que je raconte pas dans le livre, mais j'ai raté mon vol. Parce que je suis complètement con. J'ai regardé dans mon agenda vol à destination de Paris qui part, je sais pas moi, à 18h, tu vois, donc je me pointe 2 heures avant à l'aéroport, sauf que il y avait plusieurs changements d'avion, et le vol à destination de Paris, c'est celui qui partait d'un autre pays, donc mon vol était parti 10 heures plus tôt, tu vois. Donc je me suis pointé à l'aéroport 10 heures après en mode bon, et ben mon avion n'est pas là, et j'avais plus assez d'argent sur mon compte en banque pour me payer un deuxième vol, tu vois. Okay. Donc j'étais vraiment à la dèche, quoi, et j'ai dû emprunter à mes parents, qui m'ont enfin ma mère, qui m'a payé un billet d'avion pour que je puisse rentrer en France, en disant bah, je te rembourserai plus tard et tout. Donc j'étais vraiment dos au mur financièrement. Et là j'ai commencé à vouloir relancer la startup, lancer d'autres projets. Je suis allé parler à des télés pour leur proposer des émissions de voyage, mais j'étais personne. Donc ils me disaient bah elles sont cool tes idées, mais montre-moi un pilote. Moi j'étais en mode c'est quoi un pilote et tout, mais je sais pas faire moi, tu vois ça. Donc bref, j'étais vraiment un peu dans le désespoir. Et un jour, ou plutôt une nuit, un peu comme une catharsis, j'ai ouvert un blog. J'ai dit ok vas-y je vais écrire un article où je vais expliquer toutes les conneries que j'ai fait dans ma boîte parce que c'était ma thérapie, tu vois. J'en avais besoin. Et j'ai fait ce truc-là, alors qu'en parallèle, je commençais à faire des CV, à repostuler dans des jobs plus traditionnels. Parce que j'avais juste plus le choix, tu vois. Et j'avais honte, j'avais plus d'argent, j'avais emprunté des sous à ma mère et tout ça. Et à ce moment-là, je me souviens le lendemain matin, vraiment je l'ai écrit avec le cœur ce truc. C'est hyper mal écrit, mais c'est vrai, tu vois, c'est authentique. Sans filtre. Sans filtre, ouais. Le lendemain, j'ai montré cet article à ma mère. Elle m'a dit, publie pas ça. Ça va pas et tout. Tu veux te mettre à dos tes anciens financeurs ou des gens qui peuvent mal interpréter ce que t'as dit et tout. Moi, j'en avais trop besoin. J'ai cliqué sur publier. Et l'article a pété. Et, je sais pas, c'était mon premier post sur LinkedIn. C'est tout ce qu'il fallait pas. Tu vois, j'ai pas fait un joli texte et tout ça, mais c'était pas à la même époque. C'était en 2019. J'ai juste mis le lien de l'article en mode on parle souvent des succès, bah je vais vous raconter comment j'ai planté ma boîte, quoi. Et le truc a fait genre 500 000 vues, mon article a été lu des centaines de milliers de fois, il a été repris par plein d'autres journaux, etc., des médias. Et là j'ai reçu 40 propositions d'emploi en une semaine. Et comme j'avais plus le choix financièrement, j'ai commencé à faire un marathon d'entretien jusqu'à 6 par jour. J'ai fini par en avoir un à Paris, une équipe qui était trop stylée, une start-up qui parlait d'intelligence artificielle, qui allait se lancer aux États-Unis. Proposait un rôle de premier plan, il me payait super bien, plus que si j'avais juste pris un job en sortie d'école, tu vois. Et il me mettait la pression, il me disait, ok, si t'arrives genre lundi, on te file 3000 balles pour t'aider à déménager et tout ça. Et j'étais en mode, wow. Et donc, j'y suis allé. Et donc, j'ai déménagé à Paris pour aller faire ce truc-là. Et ça me donnait aussi une nouvelle identité. Ok, bah, j'étais cette fois-ci le gars de cette start-up et tout. Et en fait, ça m'a pas du tout plu. Dans mon vie, je sais plus, je pensais trouver le rêve à Paris, mais je me suis trompé de quartier, parce que, je sais pas, il y a pas du tout ce que j'espérais, j'ai rien trouvé là-bas. Je me suis retrouvé dans une routine où je me levais tôt le matin pour me précipiter dans le tumulte du métro, tu vois, entouré de gens, qui allaient travailler, j'arrivais, il fallait être à l'heure au morning meeting, tu vois, si t'arrivais 2 minutes en retard, on te faisait une remarque. Après, t'enchaînais toute la journée, tu faisais des calls, des brainstorming, tous ces trucs-là, voilà, le soir, t'allais boire un coup sur une terrasse quelconque avec des gens qui sont pas tes amis. Et alors, j'avais rien contre eux, tu vois, c'était sympa, c'était des collègues, mais voilà. Et puis tu bois 1 bière, 2 bières, 3 bières, tu rentres chez toi, t'es bourré, tu te mets un truc à réchauffer parce que t'as pas ta flemme de cuisiner, etc. Tu te mets dans ton lit, tu te réveilles le lendemain matin, t'es à moitié éveillé, t'es comme un zombie, tu retournes dans le métro et tu recommences. Et
très vite, je me suis dit, ok, je me suis trompé de chemin, là. Il y a un truc qui va pas. Je suis censé être heureux parce que j'ai réussi, entre guillemets, j'ai un bon job, j'ai une bonne situation, ma maman est fière. Et en fait, quand je rentre le soir, je suis dans ma douche et je suis en mode, j'ai limite envie de pleurer, tu vois. Qu'est-ce qui se passe dans ma life, quoi. Finalement, c'est ce que beaucoup de personnes vivent aujourd'hui. En tout cas, moi, je le vois dans mon entourage aussi. Et j'appelle ça un petit peu la prison dorée, c'est-à-dire que par rapport à, on dira, aux critères, surtout que potentiellement nos parents avaient, enfin la génération d'avant avait, bah c'est bon, t'as réussi, t'as un bon job, t'as un statut, t'es à Paris, t'es dans une boîte qui potentiellement va cartonner, t'as un poste important. Ouais. Donc, aux yeux des gens, enfin, d'une manière extérieure, c'est nickel. Mais quand toi, justement, tu te sens plus aligné avec ça, comment tu fais? Parce que c'est un peu le deal. C'est là où j'ai envie d'amener les gens, c'est oser, en fait, finalement faire ce que personne ne... Enfin, ce que tout le monde va dire, non, mais ne fais pas ça parce que t'es tellement bien. Genre, j'imagine quand t'avais ce job à Paris, parler de l'éventuel fait que tu voulais partir pour repartir. Mais t'es con, Ulysse ou Ah oui, bah surtout pour dire je vais faire 100 challenges à travers le monde. Toi, c'est pas je vais partir, j'ai un projet concret et tout. Voilà. Et je vais faire des vidéos sur YouTube. Les gens étaient en mode mais what the fuck. Parce que là, concrètement, justement, t'avais ce job à Paris, tu remarques que t'étais pas du tout aligné et que ça t'a un manque de sens. C'est là où après t'as eu un peu la révélation pour... Là, il y a eu un autre élément déclencheur. J'ai une amie, son rêve c'était d'aller au Kirghizistan. Et elle m'en a parlé, elle voulait absolument trouver quelqu'un qui voulait l'accompagner. Et je lui ai dit, ok, vas-y, let's go. Et donc, pour mes premières vacances de salarié, je suis parti là-bas. Et là, c'était un voyage, c'était lunaire, tu vois. On allait là-bas sans plan, on a traversé le Kirghizistan, on a monté un pic, on a été dans la merde, après on a traversé les plaines et les montagnes à cheval. Moi, j'ai fait une énorme intoxication alimentaire en plein milieu de nulle part. Il fallait une journée à cheval pour aller au village le plus proche. Je me suis bagarré avec des chefs de tribu en faisant de la lutte. On a fait des trucs de fou, tu vois. C'était pour des tournois, c'était amical. Mais c'était un voyage de fou furieux. Et quand je suis revenu en France, je me suis dit, dans l'avion, j'étais stressé de rentrer, tu vois. Ouais. J'étais en mode, comment je vais pouvoir rentrer à ma vie d'avant? Et si c'était ça ma vie, ce que je viens de vivre là, tu vois. Est-ce que ça, je peux en faire ma vie ou pas? Et c'est là où je me suis dit, tiens, il y a des gens, ils l'ont fait, tu vois. Comme on parlait d'Alex Vizio, il y en a eu d'autres. Je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas un monde où je peux faire ça? Et quand je suis rentré, je me suis mis dans une phase très introspective pendant plusieurs mois. Je me suis mis à tout remettre à plat, j'ai repris mon blog, je me suis mis à écrire sur mon blog sur des sujets un peu vraiment aléatoires. Tu vois. C'était des digressions, mais j'avais pas pour... Enfin si, j'espérais que ce soit lu, mais mon objectif c'était vraiment plus de m'explorer moi. Et donc ouais... Ça, t'as eu de l'aide ou tu l'as fait vraiment à titre perso? Non, je fais solo dans mon coin. Tu vois, le dimanche, j'allais dans un café, j'écrivais un article et puis je publiais. Et ça t'en parlait ou c'était plutôt... Un peu sur LinkedIn, un peu, pas beaucoup, tu vois. C'était un peu mon petit side project, voilà. Et donc j'ai fait ça et puis j'ai passé beaucoup de temps à lire, à écrire, à poser des questions, à rentrer un peu dans le développement personnel. Et à un moment donné, je suis tombé sur un des exercices qui s'appelle l'ikigai, qui est assez connu, où on est différentes. Alors, l'ikigai, c'est pas ça, ça vient du Japon, je crois que c'est de l'île d'Okinawa, je suis pas sûr, mais où c'est un mot qui est difficile à traduire, qui pourrait on pourrait évoquer la raison de se lever le matin, entre guillemets. C'est quelque chose qui nous anime, en tout cas, tu vois. Et une des interprétations occidentales, parce qu'on pense souvent que l'ikigai c'est ça, alors que non, c'est ce truc qui se trouve au centre de 4 cercles. T'as ce pourquoi tu es doué, ce que tu aimes faire, ce dont le monde a besoin, ce pourquoi tu pourrais être payé. Quand tu recoupes 2 par 2, par 3, et puis à la fin 1 par 4, tu trouves ton ikigai, qui est à l'intersection de ta passion, de ta vocation, de ta mission, etc. Et moi, j'ai fait cet exercice-là, et à la fin, j'ai écrit une phrase qui était « Je veux explorer de nouvelles disciplines, de nouveaux lieux, et partager mes découvertes ». Et donc, en fait, j'ai un peu synthétisé mon ikigai autour de 2 actions qui étaient explorer et partager. Mais tu vois, l'exploration très large, quoi. Ça pourrait m'intéresser à de nouvelles idées, de nouveaux paradigmes, voilà. Puis j'avais ce blog, et je me suis dit, tiens, je vais peut-être le faire sur YouTube, pourquoi pas, quoi. Parce que je venais de cette génération où moi, je consommais énormément de vidéos YouTube à cette époque-là. Toujours aussi un petit peu aujourd'hui, mais donc c'était naturel pour moi de me dire, bah, ça va être sur YouTube, quoi. Ouais. Et ça, du coup, voilà. Parce qu'au départ, t'es parti en mode plus, j'ai l'impression, thérapeutique, donc t'avais ton job à Paris, et puis c'était une thérapie pour toi d'écrire, de lire, etc. Un peu pour savoir vraiment qu'est-ce qui avait du sens pour toi. À quel moment, combien de temps ça t'a pris pour toi d'avoir, ok, finalement, je peux potentiellement créer un job qui va me permettre de vivre, et surtout un job, comme tu le dis souvent,
qui est... Oui, qui est au service de ton mode de vie, oui. Ouais. À quel moment, justement, tu t'es dit, bon, fuck it, je lâche, je me lance, et on verra bien. Donc, je pense qu'il y a eu 3 mois, ouais. quand je suis parti au Kyrgyzstan. J'avais négocié à l'avance de pouvoir prendre mes vacances à l'avance pour pouvoir aller dans ce voyage. Après, il s'est passé, je pense, 6 mois. Ok. 6 mois de réflexion, d'écriture, de questionnement, d'aller de plus en plus down, tu vois, dans ce fond du gouffre, et en même temps de voir un peu cet espoir, de me dire, tiens, en fait, je pourrais partir. Il y a un moment où j'hésitais vraiment à me lancer parce que je voulais sécuriser mes arrières, je voulais investir. Je me suis dit, c'est le moment où j'ai un CDI. Je pourrais emprunter de l'argent, je pourrais peut-être, tu vois, avoir un petit rendement locatif quelque part ou quoi. Mais ça me remettait dans des processus où il fallait que j'attende un certain temps et tout ça. Et en fait, au bout d'un moment, je pouvais juste plus attendre, tu vois. C'était physique, quoi. Je pouvais plus aller à ce job, qui était, sans doute, enfin, le job était cool, tu vois, l'équipe était cool et tout. C'était juste moi, j'étais pas fait pour ça, quoi. J'étais pas à ma place là-bas. Et à un moment donné, c'était too much. J'ai dit, vas-y, go. Et alors, pour la petite anecdote, puisqu'on parlait d'Alex Vizio, je vais reboucler là-dessus, mais à ce moment-là, je lui ai écrit. Et je lui ai dit, en fait, j'ai eu cette idée de relever 100 challenges à travers le monde. Ça marchait parfaitement avec ma phrase, tu vois, explorer de nouvelles idées, de nouvelles disciplines, de nouveaux lieux, partager mes découvertes. Et je me suis dit, vas-y, je vais écrire à ce gars, et il va jamais me répondre, mais c'est pas grave. Et je lui ai écrit sur LinkedIn, et il m'a répondu, il m'a même proposé qu'on s'appelle. Et tu vois, Alex, il est pas bon pour mettre les formes, mais il est très doué pour retrouver les mots. Et il m'a dit, à ce moment-là, il m'a dit, ok Ulysse, quelle est l'histoire que tu veux raconter sur ton lit de mort? Là, j'ai pas compris. J'ai dit, comment ça, etc. Il me dit, est-ce que tu veux raconter l'histoire d'un gars qui a pris un an de plus, qui a sécurisé ses arrières, qui a investi un peu d'argent, qui a acheté son appart, qui s'est blindé, puis qui progressivement a fait une transition et qui a fait, tu vois, qui s'est lancé dans son projet, ou celui d'un mec qui avait tout, qui pouvait, tu vois, se mettre à l'abri, etc., et qui a décidé de tout plaquer pour aller vivre ses rêves. Et moi, naturellement, j'ai même pas réfléchi. Je lui ai dit, je veux raconter l'histoire la plus épique possible. Il m'a dit, écoute, mec, tu sais ce que tu dois faire, quoi. Et en fait, là, après cet appel, c'est devenu impossible pour moi de le cacher. Le lendemain, j'ai eu tu vois, une sorte de meeting classique, quoi, avec mon manager, qu'on faisait toutes les semaines, hebdomadaire, juste pour faire le point sur nos activités, etc. Et le gars, il a tout de suite compris. Il était très fort, hein. Il m'a dit, lui, s'il y a un truc qui va pas, etc. J'étais en mode, ouais, je sais pas. J'ai dit, t'es sûr et tout, parce que, je sais pas, je te sens un peu étrange. Et là, je vais lâcher la bombe. J'ai dit, je crois que je vais partir relever 100 challenges à travers le monde, en fait. Il m'a regardé en mode, what? Oui. Et en fait, je pense ils avaient compris que déjà, je commençais à explorer différentes pistes. Ils avaient compris que, tu vois, j'avais mon blog, j'avais mes trucs, et que j'étais pas là où je devais être. J'étais pas le plus docile dans la boîte, en plus. Je râlais tout le temps et tout. Enfin. Et à partir de ce moment-là, ils ont été cool parce qu'ils m'ont dit, ok, si tu nous aides à faire une sortie propre, qu'on trouve quelqu'un pour te remplacer, que tu le formes, on facilitera ta sortie, etc. Et je pense en un mois ou deux, j'étais parti, quoi. Ok. Ça allait très vite après. Et après, il y a eu le Covid, les confinements, etc. Donc là, j'ai pas eu de chance. Parce que vraiment, j'avais prévu ce projet avant le confinement. Ouais, je me souviens. Et voilà. Et du coup, ça c'est intéressant, hein, parce qu'on voit que, ok, t'as suivi un cursus plus ou moins standard. Ouais. Après, t'as une première révélation. T'es revenu, t'as eu un concours d'ego avec toi-même, qui a pas fonctionné. T'as déjà eu une première, en fait, entre guillemets, un premier message comme quoi, tu vois, t'avais fait ton article qui était un petit peu tout pété, mais qui a cartonné. Ouais. Comme quoi, je pense que c'était déjà un premier message qui disait, Ulysse, peut-être potentiellement, tu peux être bon là-dedans. Ouais. Et après, tu t'es dit, je re-rentre quand même parce que par manque de choix, t'as repris le cursus, on dira, standard, qui était prometteur, entre guillemets, pour toi aussi. Ouais. Ouais, carrément. Et là, t'as décidé de retourner là-dedans, de partir dans une phase introspective, et puis tu t'es dit, finalement, allez, Inch'Allah, j'y vais, sans vraiment avoir encore toutes les réponses. Et c'est ça je trouve passionnant quand même, parce que, et Dieu sait que c'est cool qu'Alex t'ait posé la question, qu'est-ce que tu veux raconter sur ton lit de mort? C'est vrai que c'est beaucoup plus inspirant d'avoir quelqu'un qui, en gros, qui brûle les bateaux sans savoir si vraiment ça a fonctionné ou pas. Est-ce que t'as eu des moments où t'as regretté? Jamais. Jamais? Non. Dès le moment où tu t'es dit, je me casse, donc dès le premier jour où tu peux... Ouais. Ok. Never. Puis t'as des moments quand même où tu t'es dit, putain, est-ce que si c'est pas des regrets, c'est plutôt des doutes sur ta capacité? Tout le temps. Ouais. C'est super, tu vois, qu'il n'y a pas de regrets, mais t'as beaucoup de doutes. Ouais. Quand avant, t'aurais peut-être pas eu de doute dans le sens, tu dis, je sais que j'ai mon salaire, je me pose pas la tête, je me prends pas la tête. Et qu'est-ce qui, du coup, quand t'as
ces moments de doute et que tu as toujours ces moments de doute, qu'est-ce qui fait que tu tiens? C'est marrant parce que, tu sais, quand tu vas parler à des gens qui commencent à cartonner sur les réseaux, etc., souvent, tu as une belle histoire, toute l'histoire en mode, oui, j'avais ça, je suis parti, j'ai réussi et tout. Mais en fait, tu vois, là, ça a été plein de petites phases et moi, je vois de plus en plus de gens, tu vois, qui veulent faire cette démarche-là et qui me disent, oui, mais, en fait, j'ai envie de leur dire, mais en fait, peut-être que tu vas faire des allers-retours entre le salariat, l'entrepreneuriat, freelance, et ça peut prendre vraiment super longtemps de trouver vraiment l'endroit où tu te sens à l'aise, quoi. Et c'est ok de prendre ce temps, et c'est ok d'essayer des trucs, de rater, etc. Et ça, c'est a posteriori que je l'ai vraiment compris. Tu vois, toute cette histoire, à un moment donné, ça me saoulait presque que ce soit pas lisse. Que ce soit pas, bah tiens, j'ai eu mon diplôme d'ingénieur, j'avais pas envie de rentrer dans un modèle classique, j'ai lancé mon truc, je suis parti relever son challenge à travers le monde direct, et ça a cartonné, et ciao, bonsoir, faites-le, tu vois. Non, ça a été, mec, plein de trucs compliqués, etc. Et maintenant, j'ai jamais regretté, parce qu'aujourd'hui, bah, je ferai jamais marche arrière, tu vois. Dans mon activité, je me régale, je vis des aventures, je me dis, ok, je me lève un matin, je me dis, ok, cette année, c'est quoi les trucs que j'ai envie de faire? Tiens, j'irai bien chez les moines Shaolin, tu vois. Ouais, ok, alors, comment est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux partir 100 jours ou pas? Est-ce que j'amène des filmmakers? Maintenant, c'est ça mon quotidien, tu vois. Et à côté de ça, j'ai mes tunnels de vente, j'ai mon écosystème, je me suis construit une entreprise, ça a mis 3 ans à vraiment être un écosystème qui est robuste, tu vois, et qui est, on va dire, qui est suffisamment prévisible, mais avant, tout le temps, j'étais dans l'incertitude. Il y avait des mois, je gagnais de l'argent, d'autres pas du tout, etc. Donc maintenant, je suis dans un véritable luxe, tu vois. Et donc forcément, je regrette pas, parce que je gagne déjà beaucoup plus d'argent quand j'étais à Paris. Et je m'amuse 1000 fois plus, et j'ai rencontré des tas de gens vraiment passionnants qui sont habités, tu vois, par cette même révolte de devenir acteurs de leur vie, et qui le font de manière différente, qui trouvent du sens dans tout ça. Mais ça n'empêche pas que dans tous les moments du processus, t'as plein de moments, et même maintenant, où t'as des doutes et des choses où t'es juste pas sûr de la voie que tu suis, tu vois. Mais c'est pas... T'as un cap, mais est-ce que t'as la bonne direction, tu vois, pour atteindre ce cap-là? C'est ça le truc. Et moi, ce qui m'a fait tenir, je pense qu'à un moment donné, j'avais juste pas le choix, tu vois. C'était viscéral, tu pouvais plus imaginer. Ouais. Je voulais plus. Ça m'angoissait l'idée de retourner à une vie normale. J'avais trop besoin de ça. Ouais. C'était trop fort. Donc je me suis dit, bah, je vais y arriver. En fait, au fond de moi, je savais que j'allais trouver une formule un jour. Mais quand je me suis lancé, j'étais pas en mode, tiens, j'aimerais gagner 20 000 euros par mois, tu vois. J'étais en mode, si je gagne 2 000 euros par mois et que je peux financer mes voyages, et putain, mais j'ai tout gagné, quoi. Parce que c'était un jeu pour moi de faire ces 100 challenges à travers le monde. C'est un jeu auquel je voulais continuer de jouer. Oui. Et si demain j'ai plus une thune, je me suis dit, bah, le jeu va s'arrêter, je vais devoir retourner à ma vie d'avant. Et ça, d'ailleurs, c'est un truc intéressant, c'est que mon pire scénario, c'était juste de revenir à ma vie d'avant. Avec plein de souvenirs. Oui. Et peut-être un peu moins d'argent sur mon compte en banque, mais plein de souvenirs et plein de compétences certainement en plus. Aussi, ouais, des choses que tu peux valoriser, etc. Mais souvent on se dit, ouais, mais attends, mais si j'ai plus de thunes, et si machin, et si ça se passe mal, et tout, je dis, bah ouais, bah, au pire tu reprends un job, tu vois, c'est pas grave. T'en as déjà trouvé un, tu vas pouvoir en trouver d'autres, et t'auras même d'autres choses à faire valoir. Et donc mon pire scénario, c'était ça. Mais je voulais surtout pas aller là-dedans. Et après, mon meilleur scénario, c'était, ok, je vais péter sur les réseaux sociaux, je vais gagner plein de thunes, etc. La réalité, elle est souvent entre les deux. Et moi, ça a mis longtemps. Enfin, ça a mis longtemps. C'est relatif, tu vois. Parce que j'ai mis, on va dire, 3 ans à vraiment stabiliser mon modèle économique. Ouais. Ouais, parce qu'au début, tu vendais ta newsletter, c'est juste? Ouais, et puis j'ai très vite arrêté ça. Ça marchait pas. Et après, j'ai testé plein de trucs, plein de modèles économiques. Mais que tu mettes 3 ou même 10 ans, maintenant je suis à un niveau, on va dire, tu vois, si on parle juste même que de l'argent, que j'aurais jamais pu imaginer atteindre dans le salariat, tu vois. Donc en 3 ans, même si je suis parti de zéro et que ça a été très compliqué et beaucoup de stress, etc., bah maintenant, je dis oui, mais en fait, je parle en exponentiel, hein, je parle plus de manière linéaire, tu vois. Donc forcément, le temps, il est relatif, tu vois. Bien sûr. Dire, bon, bah 3 ans, c'est moins qu'un diplôme d'ingénieur, ça dure 5 ans de faire des études d'ingé, tu vois. T'imagines si tu te lances et pendant 5 ans, tous les jours, tu mets autant de temps et d'efforts et d'énergie que t'as mis à l'école pour avoir ton diplôme, tu le mets dans un projet. En 5 ans, si t'es pas trop con et même moi je pense que t'as pas besoin d'être très intelligent pour réussir. Si juste t'es prêt à te remettre en question sur les choses que tu fais, que t'analyses pourquoi ça marche pas, il y a un moment donné, tu vas trouver la formule, quoi. Mais en effet, ça va pas démarrer en 6 mois. Ça peut, hein. Il y en a qui ont vraiment de la chance, qui sont très forts. Ouais. Mais voilà. Mais du coup, je tenais parce que pas le choix, quoi. Ouais, ok. Ouais, pour toi, ça avait vraiment
comme tu dis, c'était viscéral, tu pouvais plus imaginer revenir. En fait, t'es arrivé à un point finalement qui, tu détestais tellement ta vie, Ouais. sauf que tu t'es dit, mais je ne peux pas continuer comme ça. Non. Donc finalement, tant mieux que tu sois arrivé à ce point on pourrait dire de dégoût, si j'osais. Ouais. Enfin, pas vraiment de dégoût, mais c'est... C'est vraiment de la désillusion. C'est pas du dégoût, Ok. tu vois, c'est du manque de sens. Ouais, manque de vraiment sens, dur. ouais. Moi, j'ai une métaphore dans mon livre, je parle de ma petite boule noire, tu vois. Ouais. Et j'en parle, je l'ai vraiment conscientisé cette année de ce que c'était. Et ce qui est marrant, c'est que je l'avais matérialisé tout le temps, elle me suivait, quoi. J'avais une petite boule noire au-dessus de mon épaule. Je la voyais vraiment, mais personne la voyait. Mais il y a que moi, je voyais plus qu'elle, par contre. Cette petite boule noire, c'était pas une dépression, c'était pas un burn-out, c'était une petite boule noire. Je sais pas, c'est l'incarnation de mes idées sombres, quelque chose qui me suivait partout. Et dès que j'avais un blanc dans ma journée, je pensais à ça, tu vois. Mhm. C'est-à-dire, là, tu vois, on discute, etc. Donc, t'es pris dans un flow, mais dès que, là, tu réfléchis, tu dis, ah, putain, la petite boule noire, tu vois. Tout le temps, elle me suivait partout. Au Kyrgyzstan, elle était pas là. Ok. Et je m'en suis rendu compte à un moment donné. J'étais dans une famille de nomades, perdus dans le trou du cul du Kyrgyzstan, et j'étais en mode, waouh, elle est pas là, tu vois. Ça y est, j'ai réussi à m'en libérer, parce que je tentais plein de choses pour m'en libérer dans le dev perso, journal de gratitude, journaling, tout ce que tu veux, méditation, pensée positive, etc. Et elle est restée là, impossible. Et le moment où j'ai trouvé un but, le moment où j'ai démarré Session Challenge à travers le monde, le moment où j'ai quitté mon job et où j'ai éteint mon réveil, le lendemain, je te promets, elle a disparu et elle est jamais revenue. C'était il y a 4 ans. Ok. Puis tu l'as surnommé comment, cette boule noire? Comment ça? Est-ce que tu lui as donné un nom? Non. C'était C'était ma petite boule noire. ta petite boule noire. Ouais. Qui finalement, c'était un petit peu ton messager qui était là, j'ai un message à te faire passer. Alors pendant longtemps, ça m'atteignait psychologiquement, de manière Ok. très négative. Et quand je suis revenu du Kyrgyzstan, tu sais, je t'ai dit que je me suis rentré dans une période introspective, c'était Ouais. mon rappel. C'est-à-dire, dès que je la voyais, je la voyais comme un rappel de me dire, putain, Ulysse, bouge-toi, prends des Ouais. décisions avant que d'autres gens les prennent pour toi. Ok. Et c'était vraiment mon rappel. Ah, dès que je la voyais, c'était en mode, ah, bouge-toi le cul, vas-y, va publier un article, j'en sais rien, fais un truc. Excellent. Et ouais, donc je la percevais différemment, mais c'était toujours douloureux de la voir. tu vois. Ouais. Et je pense qu'elle est pas unique, ma petite boule noire. Elle n'est pas unique? Non, je pense qu'il y a beaucoup de gens Oui. qui se traînent des petites boules Oui, noires. alors moi, ça me parle beaucoup, ça. C'est clair. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu En fait, c'est comme tu l'as dit, c'est quand t'as un moment, en fait, où tu te retrouves que toi-même. C'est d'où la raison pour laquelle j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de personnes maintenant, c'est qu'ils se surstimulent. Donc, ils sont tout le temps en train de faire un truc, à sortir dès qu'ils peuvent pouvoir sortir. Enfin, je parle aussi, c'est quelque chose que je faisais parce que c'est une manière un petit peu de l'étouffer, tiens. J'ai le Oui. sentiment. Tu veux plus de vide parce qu'elle vient remplir tout le vide Exactement. qu'il y a dans ta vie. Oui. Mais c'est justement quand t'as ce vide qu'elle vient essayer de te communiquer quelque chose d'important pour te dire, Oui. tu te seras mieux. Et dès le moment, en fait, où tu acceptes, mais c'est clair que ça fait peur, en fait, finalement, de l'écouter et de l'accepter et de travailler dessus. C'est souvent, Oui. ça veut dire souvent faire ce que tout ton entourage te dit de ne pas faire. Et que finalement, bah, après, tu vis super bien, quoi. La question qui m'intéresse, c'est, tu parles beaucoup, en fait, des barrières mentales, des peurs. Ouais. Tu te souviens encore quelles étaient tes principales peurs au moment, avant de te lancer? Bien sûr, j'avais peur de manquer d'argent. J'avais très peur du jugement des autres. Surtout que j'ai pas eu des bons signaux. Mhm. Quand j'ai annoncé ça, j'ai organisé une fête d'anniversaire, j'ai annoncé à tout le monde que je quittais mon job et que je partais, c'est le jour de mes 27 ans. Et je partais relever 100 challenges à travers le monde, je m'attendais en mode la folie, tu vois, générale, et les gens étaient en mode, what? Genre gros silence dans la salle. Ok, Trop bizarre, mec. on l'a perdu. Trop bizarre. Ouais, vraiment, les gens étaient en mode, tu viens de planter une boîte, t'as enfin un job stable, qu'est-ce que tu vas foutre sur YouTube, quoi? C'est dur, et tout le monde me disait, et en fait, j'ai compris avec le temps que quand quelqu'un te dit que c'est difficile, il parle de ses propres limites, tu Ouais. vois. Quand quelqu'un te dit que c'est dangereux, il parle de ses propres insécurités. Donc, en fait, naturellement, les gens projetaient sur moi leur propre cadre de référence. Mhm. Et ça, j'ai mis très longtemps à m'en détacher et à comprendre. Donc, en fait, il fallait que En fait, la confiance en soi, elle vient au fur et à mesure. Tu sais, les gens disent, oui, c'est facile, tu t'es lancé, mais t'avais vraiment confiance en toi. Mhm. Pas tant que ça, tu vois. Je pense qu'elle vient au fur et à mesure des succès. Mhm. Le seul truc dont tu as besoin au début, c'est d'un peu de courage. Mais oui, j'avais peur de manquer d'argent, j'avais peur du jugement des autres. J'avais peur de quoi d'autre? Il y avait le Covid qui arrivait, et je suis parti voyager aussi pendant le Covid, donc j'avais aussi un peu peur de la santé, des confinements, j'avais peur de pas pouvoir rentrer chez moi. Mhm. Le premier Noël, je l'ai fait loin de chez moi, j'étais en Afrique du Sud, il y avait un variant sud-africain, je sais pas si vous vous souvenez, mais tu sais, Non, je sais. dans les infos, à un moment donné, le variant sud-africain Ah oui, c'est juste. défrayait les Oui. chroniques
Bah, moi, j'étais en plein dedans là-bas, donc après, on a dû s'échapper, trouver un créneau pour pouvoir partir en Amérique où ça allait un peu mieux, etc. Donc, ouais, t'avais plein d'insécurités, plein de galères. Surtout que mon compte en banque fondait petit à petit et au début, bah, j'ai pas trouvé tout de suite mon modèle économique. Ouais. Donc plein de peurs tout le temps qui ont amené les insécurités dont tu parlais, les doutes et les incertitudes dont tu parlais tout à l'heure. Et c'est pour ça que je disais, j'ai douté tout le temps, mais j'ai jamais regretté parce que c'est excitant aussi. Tu vois, c'est même la perspective de vivre en sachant que tu peux tout perdre, elle est ouf. Tu vois, c'est incroyable de te dire. Surtout que tu commences à construire progressivement ton écosystème. Puis il peut s'effondrer du jour au lendemain. Sur Internet, il y a rien qui t'est dû, quoi. Bien sûr. Ouais. Les gens peuvent t'oublier très vite. Enfin voilà, il y a des mecs qui se font cancel du jour au lendemain et disparaissent, tu vois. Et du coup, tu dois construire ton truc, créer quelque chose de résilient, etc. Et tu sais pas où ça mène. Et donc ça fait trop peur. Tu sais pas où tu vas, mais tu y vas avec conviction. Ouais, on dit, c'est pas bon, mais on y va avec panache. Mais moi, ça m'excitait aussi, tu vois, ce truc-là, parce que je me sentais vivant au moins. Mais c'était compliqué. En plus, au début, j'étais en couple et pareil, la personne, elle a fait ce même move que moi, de quitter son job. Elle était podologue, elle est partie en mode digital nomade, web développeur, etc. Donc moi, je faisais mes challenges, elle travaillait parfois dans des cafés, etc. Et pareil, grosse galère financière au début. Donc on était tous les deux en mode, tu sais, à alimenter notre stress l'un vis-à-vis de l'autre sur beaucoup de situations. Et en même temps, il y avait des moments incroyables que tu peux pas vivre si tu fais pas tout ça. Pendant la pandémie, pendant que tout le monde est confiné, nous on était en Tanzanie en train de faire un safari où il y avait pas un jeep aux alentours parce qu'il y avait personne, il y avait aucun touriste dans le pays. Et ça, c'est une opportunité d'une vie, tu vois. Ouais. À l'heure actuelle, justement, par rapport à... Si tu fais un flashback sur Ulysse qui avait ces peurs-là, Ulysse aujourd'hui, j'imagine t'as toujours des peurs. Vivre sans peur, ce n'est pas possible. Ouais. Est-ce que t'en as maintenant des principales sur lesquelles t'es en train de travailler? Je pense que j'ai les mêmes, c'est juste que je les ai embrassées maintenant. Ok. Tu peux pas... Moi, j'aime pas l'idée de combattre ces peurs. Je pense qu'on a une vision très négative des peurs, là où c'est quelque chose de super bien d'avoir peur, tu vois. Si t'as peur, c'est bon signe. Si t'as peur, ça veut dire que c'est quelque chose d'important qui est en jeu. Si t'as peur, ça veut dire que pour toi, il y a un enjeu. Et c'est Mike qui dit ça, il dit la peur est ma maison, quelque chose comme ça. Si t'as pas peur, ça veut dire que tes rêves sont pas assez grands. Je crois qu'il dit quelque chose comme ça. C'est juste. Et moi, j'aime bien cette idée. Et en fait, progressivement, tout ce qui s'est passé dans ces 4 dernières années où j'ai relevé, je me suis mis dans plein de situations pourries, mais où j'ai beaucoup appris, c'est juste mon rapport à la peur qui a changé. Ok. C'est-à-dire que maintenant, quand j'ai peur d'un truc, je me dis, waouh, c'est exactement cette direction, c'est ma boussole, la peur, tu vois. Donc j'ai toujours peur de manquer d'argent, j'ai toujours peur que mon business s'effondre, j'ai toujours peur de ce que vont dire les gens. C'est juste que maintenant, c'est plus sur une petite vidéo YouTube, c'est sur un documentaire ou c'est sur mon bouquin, tu vois. Ouais. Là, je viens d'écrire un livre. C'est mes premières vidéos qui étaient pourries, que j'ai pas aimées, je les ai juste mis en non répertorié. Mon livre, je peux pas le mettre en non répertorié. Albin Michel, ils vont me dire, non, on gagne de l'argent avec ton livre. Donc, tu peux pas faire ça. Donc, forcément, ça me recrée cette même peur. Mais pourquoi est-ce que j'ai peur de ce que vont dire les gens de mon livre? Parce que j'ai mis énormément d'investissement, de temps et d'énergie pour l'écrire. Parce que ça a été 1 an de ma vie où j'ai fait que ça, où j'ai presque disparu des radars pour me consacrer à l'écriture. Et c'est parce que c'est important pour moi, tu vois. Oui. Donc c'est cool, c'est bien. Ça veut dire que je suis en train de grandir, que je suis en train d'affronter quelque chose qui est... c'est l'étape d'après pour moi, tu vois. Tu brûles les bateaux avec un livre. Ouais, alors ça, j'ose imaginer. Mais c'est marrant parce que tu m'avais parlé, la première fois où on avait discuté ensemble, t'avais comme objectif que ce soit ton centième défi, c'était l'écriture d'un livre qui retrace finalement tout ça. Qu'est-ce qui a fait que t'as voulu faire maintenant? Je pense que ça s'est présenté à moi de manière... c'est maintenant. Okay. Ce qui est marrant, c'est que ça fait quelques années que je suis courtisé par certaines maisons d'édition. Et à chaque fois, je leur ai dit non, plus tard, c'est pas le moment, je suis dans mes challenges, dans mes trucs, j'ai pas le temps. Là. Et en fait, quand tu regardes ma toute première vidéo YouTube, celle où j'ai mémorisé 1000 décimales de pi en 3 jours, là, pendant que j'étais confiné, etc. Oui. Je dis dedans, et je me suis rendu compte il y a pas longtemps, que si je fais un challenge par an, ça va me prendre un siècle, ce qui est trop long. Mais si j'en fais un toutes les 2 semaines, ça devrait me prendre 4 ans, quoi. C'est ça, il y a 52 semaines, donc si t'en fais un par semaine, ça fait 2 ans, et si t'en fais un toutes les 2 semaines, ça fait 4 ans. Ouais. Et j'ai écrit ce livre 4 ans après m'être lancé. Donc je pense que c'était une question de timing, de dire, en fait,
j'avais été peut-être clairvoyant sur l'idée qu'il me fallait ce temps-là pour accumuler suffisamment d'expérience, suffisamment de questionnement et de réflexion pour avoir des choses intéressantes à partager. En tout cas, ce que je jugeais intéressant. Il se trouve que mes challenges au début, j'avais ce rythme de 1 toutes les 2 semaines, même parfois plus, et que progressivement, je me sentais moins challengé sur ces trucs-là et j'ai voulu aller dans des choses beaucoup plus ambitieuses. Et maintenant, j'en fais 2-3 par an, tu vois, parce que aller se foutre dans un camp de Muay Thai pendant 30 jours pour faire un combat pro, tu vas pas faire ça toutes les 2 semaines, tu vois. Et ça demande beaucoup de travail, même pour faire le documentaire, de prod, etc., emmener des gens. Donc, maintenant, mes challenges sont devenus beaucoup plus ambitieux et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas le volume de challenge qui était intéressant, c'était ce qu'il y avait entre. Et si tu parcours mon livre, tu verras qu'il y a beaucoup de, je dis ça parce qu'il est pas encore sorti, il sort bientôt là, mais je parle assez peu des challenges en soi. Je parle beaucoup plus des gens que je rencontre sur la route et des questionnements qui émergent de ces rencontres. Parce que c'est ça l'essence du voyage. Pour moi, les challenges, c'était le comment à la recherche d'un pourquoi, tu vois. J'étais en quête de sens, en fait, dans mon quotidien. D'ailleurs, mon livre s'appelle 1000 jours en quête de sens, il s'appelle pas 100 challenges à travers le monde. C'est une odyssée moderne qui m'amène à me questionner sur pourquoi est-ce que je fais ça, pourquoi est-ce que je relève tel ou tel challenge. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai ralenti. Et quand j'étais en Antarctique, qui a été plus ou moins le dernier avant l'écriture du livre, pour moi, ça a fermé une boucle, tu vois. Quand je suis arrivé là-bas, je me suis dit, OK, c'est la fin de ma vie de nomade. J'ai beaucoup baroudé, j'ai vécu je suis allé dans beaucoup d'endroits, etc. Maintenant, j'ai envie de devenir un véritable explorateur. Et pour moi, ça voulait dire de m'ancrer quelque part, d'avoir un chez moi, de changer juste un petit peu mon identité aussi, qui j'étais, tu vois. J'avais envie de m'installer, j'avais d'autres aspirations, je me suis mis à avoir envie d'avoir des enfants, etc. parce que j'étais beaucoup plus accompli aussi en tant que personne. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, OK, pour marquer ce cap, pour ce changement de vie, le livre m'est apparu comme une évidence. Et j'ai eu besoin de l'écrire. Et pareil, ça a été un an d'introspection, ce livre, en fait. Tu vois. Un an de comprendre qu'est-ce que j'avais foutu pendant 3 ans, pourquoi j'avais fait tous ces challenges, pourquoi j'étais allé dans tous ces pays, pourquoi j'étais allé me foutre dans des situations à la con, parfois, pour essayer de faire un bilan et comprendre ce que j'essayais de devenir, tu vois. Et voilà. Puis à travers ce livre, est-ce que tu avais une vision claire de ce que tu voulais, de quel message tu voulais passer, finalement, quel est l'impact que tu as envie d'avoir avec ce livre? Je pense que j'ai écrit ce livre pour moi-même il y a 5 ans. Donc je pense que je m'adresse vachement aux gens qui se reconnaîtront dans ma situation initiale quand j'étais à Paris en manque de sens, un peu dans la désillusion du quotidien, à me dire tiens, la vie c'est censée être fun et je m'amuse pas, quoi. Et j'espère que cet impact, que ce livre-là, dans lequel je pose beaucoup de questions mais où je donne très très peu de réponses, c'est pas un livre de développement personnel, c'est un livre de réflexion, tu vois. J'espère qu'il aura cet élément déclencheur chez d'autres personnes qui puisque j'écris les questions, tu vois, que je me suis posé en chemin, se poseront les mêmes questions, en se diront tiens, ça me fait réfléchir, tu vois. C'est ça l'impact que j'aimerais m'adresser à ces gens-là, en fait, parce que je suis empathique de leur situation, parce que je l'ai vraiment vécu, tu vois. Mais je pense, c'est comme en entrepreneuriat, on dit ton client idéal, c'est toi il y a 5 ans, en fait. Je pense que mon lecteur idéal, c'est ça. Mais c'est pas une question d'âge, c'est une question de où est-ce que tu te situes dans ton... Bien sûr, quelqu'un de 40 ans peut vivre ce que tu as vécu, toi. Exactement. J'ai envie de m'adresser à tous ces gens qui ont des petites boules noires, en fait. Et se dire, il y a des chemins, moi j'en ai choisi un, c'est pas le chemin, il y en a plein d'autres. Et peut-être chercher celui qui vous correspond et qui vous fait vibrer, tu vois. Et posez-vous ces questions-là. Et il n'y a pas de réponse, tu vois. Il y a une phrase que je mets dans le livre, c'est la vie n'est pas un problème à résoudre, c'est un paradoxe à expérimenter, tu vois. C'est à chacun d'aller se confronter à ses contradictions, et c'est OK, et à trouver son chemin. T'as raison, parce que j'avais la question sur qu'est-ce que tu dirais à l'Ulysse il y a 5 ans, mais finalement, je vais lire le livre pour avoir la réponse. Je lui dirai tout ce qu'il y a dans le livre, ou juste... ça va permettre de comprendre un petit peu, en fait, le chemin que tu as parcouru, et puis comment tu es arrivé là où tu es aujourd'hui, quoi. Et dans 5 ans, toi, tu l'imagines comment, l'Ulysse? Papa, évidemment, posé en Suisse, c'est très beau. J'aimerais bien fonder une famille maintenant. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a encore 2 ans, je t'aurais dit, je veux pas d'enfant jamais, tu vois. Parce que je pensais que ça allait être un frein à la réalisation de mes rêves. Et aujourd'hui, je me rends compte que non, je me mentais à moi-même parce que j'avais juste peur de pas être à la hauteur. Parce que être parent, c'est le plus grand des défis pour moi. Et c'est peut-être le plus intéressant.
Et alors, il C'en est, en tout cas, y en a plein d'autres, mais ouais, je sais que toi, t'as des enfants et j'ai beaucoup plus d'admiration aujourd'hui pour les gens qui élèvent des enfants de manière très consciente et qui jouent ce rôle parce que moi, j'ai compris ça et aussi ma propre expérience parce que mon père s'est barré quand j'avais 4 ans, tu vois, mais que le rôle de père, c'est justement un rôle. C'est pas, ça t'est pas dû, c'est pas parce que t'as donné la vie que ça y est, tu joues ce rôle de papa, tu vois. Ouais. Et je pense que moi, il y a beaucoup de choses dont j'ai entrepris. C'est un peu l'une des conclusions de mon livre, c'est que je voulais construire cette identité entre guillemets je voulais être peut-être pas le père, mais la personne aux côtés duquel j'aurais aimé être éduqué quand j'étais petit, tu vois, avec qui je me serais senti en sécurité, quelqu'un qui est joueur, qui est résilient, qui est ouvert d'esprit, que j'ai pas eu, et j'avais besoin de m'accomplir moi-même et de faire tout ce cheminement-là pour pouvoir me dire ça y est, maintenant je sais qui je veux devenir, donc je peux envisager donner la vie et élever des enfants, tu vois. Donc j'espère que dans 5 ans, ouais, j'aurai une famille, je serai installé, j'aurai un vrai chez moi, parce que là je suis dans une quête d'un chez moi, là Tu n'as pas la réponse à ta question? Je commence à là je commence à investir dans des lieux, à me poser, je sais que j'ai envie de vivre à la campagne. Je cherche un terrain actuellement pour créer une petite communauté, pour rassembler des gens que j'aime bien de mon cercle proche autour de moi. Et ouais, ça me plaît beaucoup et j'aimerais bien dans 5 ans que cette petite communauté, elle vive, tu vois. Ouais. Elle vive et que moi je sois là pas toute l'année, tu vois. Je me verrais bien faire peut-être une expédition par an et revenir et après être vraiment là pour m'investir dans être plus local, tu vois. Ouais. Et auprès de mes enfants si j'en ai, Inch'Allah, comme on dit. Moi j'ai une question par rapport à... T'as parlé d'identité, et puis je parle à titre personnel parce que typiquement, on a parlé, j'ai arrêté de boire depuis 7 mois maintenant, et j'avais une grande identité quand même du gros fêtard qui voilà, se met des tôles le week-end. En gros, si t'as besoin de compter sur quelqu'un, tu pourrais compter sur moi pour aller picoler. Ok. Et ça a été difficile pour moi de changer cette identité. Pourtant, c'est pas une identité... on n'est pas en train de parler d'un truc extraordinaire, mais comment toi, t'as géré justement ces changements d'identité et comment tu gères finalement le fait qu'il y a encore peu de temps, tu disais justement, comme on l'a dit précédemment, moi je suis lisse, je compte pas avoir des enfants, puis là, t'as une identité plutôt du mec qui est, ok, je suis ouvert je suis ouvert à l'idée de me poser, de me poser déjà avec quelqu'un, de me poser géographiquement. Et j'ai l'impression que t'as quand même eu pas mal, passablement, de changements d'identité ces dernières années. Ouais. Et comment tu vis ça? Là, c'est marrant parce que moi j'ai arrêté l'alcool aussi il y a 8-9 mois, 10 mois peut-être, je sais plus. Mais pareil, quand j'étais dans les études, je faisais tout le temps la fête, etc. Et j'ai arrêté, je pensais que ça allait être très dur. Et en effet, au début, tu vois, les 3 premiers mois, je pense, parce que j'ai arrêté quand j'étais en France, j'étais encore dans des cercles festifs où ça buvait beaucoup d'alcool, etc. Ça a été super dur. J'avais tout le temps envie de boire, etc. C'était horrible. Et après, je suis reparti voyager, etc. J'ai commencé à côtoyer des gens qui buvaient pas d'alcool. Et ça a été beaucoup plus facile. Et maintenant, j'ai l'impression que c'est presque une évidence. Si ce n'est que j'ai un rêve récurrent où je bois de l'alcool. Qui me hante. La même. Je rêve sans arrêt que je me mets des cuites et ça me stresse de fou. Je me réveille le matin, je me dis putain merde, j'ai pas tenu mon défi et tout. Et en fait, je me dis mais si tout va bien. Ah putain, ça me rassure. Et je l'ai tout le temps. Ouais. Je comprends pas, alors que maintenant j'ai vraiment fait la paix et j'ai pas envie de boire, tu vois, pas du tout. Mais du coup, je pense que le meilleur, alors, de mon expérience, la meilleure attitude pour développer telle ou telle identité, c'est de côtoyer des gens qui l'ont. Quand tu veux plus boire d'alcool, c'est beaucoup plus facile de sortir avec des gens qui boivent pas d'alcool. Si tu veux te mettre à faire du sport, si tu rentres dans un cercle où tout le monde est sportif, tu vas être motivé, ils vont te proposer des trucs, etc. Donc je pense que c'est ça, juste adapter son cercle social et changer. Et voilà. Après, le problème des identités, c'est comme pareil, c'est mettre une étiquette sur quelque chose. Tu vois. Moi, je préfère les actions et les comportements, tu vois, plus que mettre un mot sur quelque chose de précis. Tes actions et tes comportements vont faire que ton identité change ou stagne, finalement. Exactement. C'est qu'une question d'habitude. Moi, il y a un truc que j'appelle l'escalier du changement, tu vois. Ça commence à l'inspiration, motivation, discipline, habitude et identité. Inspiration, c'est tu vas voir un post sur les réseaux sociaux, sur les bienfaits de la course ou, j'en sais rien, du véganisme, par exemple. Je suis pas vegan, mais il se trouve que ça marche bien pour cet exemple.
Motivation, tu vas mettre tes baskets une fois, tu vas aller courir, ou tu vas cuisiner une fois un plat vegan, tu vois. Discipline, tu vas te mettre un défi en mode, ok, ben pendant 3 mois, je vais aller courir 2-3 fois par semaine, voilà. Ou pendant 3 mois, je vais aller cuisiner tous les midis mon propre plat, etc. Ça peut être la nutrition, en fait, aussi, plus largement. Habitude, tu cours 3 fois par semaine. Ou tous les dimanches, tu cours. Ou habitude, bah voilà, j'ai l'habitude maintenant tous les midis, c'est moi qui me fais à manger, tu vois. Et identité, je suis vegan, je suis sportif. Et ce que ça change, c'est que tu commences à adapter d'autres secteurs de ton quotidien, de ta vie, par rapport à cette identité-là. Quand t'es sportif, tu bois moins d'alcool, tu te couches plus tôt, etc. Tu manges plus. Ouais, bien sûr. Il y a différentes choses qui changent, quoi. Et du coup, moi, ma stratégie, j'ai souvent vu cet escalier et je me suis dit, ok, où est-ce que j'en suis dans cet escalier? Par exemple, l'alcool, le fait de pas boire d'alcool, c'est en train de passer du stade de discipline à l'habitude. Oui. Parce que la discipline au début, quand les gens buvaient autour de moi, j'avais envie de le faire. Maintenant, j'ai plus envie. Donc maintenant, c'est une habitude. Et si tu tiens cette habitude sur suffisamment longtemps, alors elle devient identitaire. Et je vois déjà qu'il y a un petit début d'identité parce que mes cercles sociaux changent autour de moi. Parce que je suis beaucoup moins motivé à l'idée d'aller faire une soirée où tout le monde va jouer à des jeux d'alcool, versus je suis plus motivé à aller, je sais pas moi, à un événement où il y a plein de créateurs qui font des trucs cool. Et d'ailleurs, il y a assez peu de gens qui boivent de l'alcool dans ces milieux-là. Ok. Étonnamment. Ok. Mais ou peut-être que c'est moi qui naturellement me dirige vers ceux qui exactement, ouais. C'est possible. Peut-être que j'ai juste un biais un biais de cadrage là-dessus. Ouais. Et ta question précisément, c'était un petit peu comment tu le gères, parce que ce qui est intéressant, c'est typiquement moi si par exemple j'ai envie de changer concrètement quelque chose dans ma vie. Prenons un exemple, j'ai envie de faire du sport. Au lieu de me dire je vais faire du sport, je me dis bon bah en fait qu'est-ce qu'un sportif fait? Oui. Et puis je cartographie un petit peu, mais dans tout, c'est-à-dire est-ce qu'un sportif déjà va se mettre des tôles tous les week-ends, ne met pas de focus sur son sommeil, donc du coup des fois il dort à 2h du mat, des fois il dort à 10h. J'essaie d'avoir un maximum de petits comportements et je choisis plus ou moins ceux qui m'intéressent, ceux pour lesquels je me sens prêt à partir. Je vais en tout cas pas aller à celui pour lequel je suis plus récalcitrant. Ouais, tu fais pas une grosse pression sur tel truc. Okay. Exact. Et puis typiquement à l'alcool, c'était vraiment, c'est venu par la suite, mais moi j'avais un gros focus sur, j'avais envie d'avoir une identité sur quelqu'un qui se respecte, mais qui se respecte mentalement, physiquement, psychiquement, et qui prend soin de lui en fait. Et j'ai remarqué que petit à petit en fait, le fait de picoler régulièrement puis de me mettre des éclatés, ça collait plus avec l'identité que j'avais envie d'avoir. Et clairement, celui-là, je l'avais noté à l'époque, ne pas boire d'alcool, mais pour moi, il était impensable le moment où je l'ai écrit. Et puis maintenant, en fait, il est venu comme une évidence. En fait. Et puis c'est complètement ok de... C'est vraiment ce côté impensable, comment ça évolue. Ouais. Moi, je me souviens quand j'avais 22, 23 ans, je faisais des énormes soirées, je me disais, je veux faire ça toute ma vie. C'est clair, bien sûr. En fait, pas du tout. Et puis tu peux pas imaginer être avec quelqu'un qui ne boit pas. Tu te dis, mais ça doit être chiant de vivre... Et maintenant, je suis plus rassuré d'aller vers des gens qui boivent pas, c'est tellement exact. bien, quoi. Ouais. Bien sûr. Et c'était un peu savoir si toi, t'avais un processus un petit peu, comment tu gérais tu te laisses un petit peu finalement. Ouais, je pense que c'est comme toi, je réfléchis un peu à la version idéale. En tout cas, qui j'ai envie de devenir. C'est marrant parce que ce côté un peu, ce mot identité est très lié au qui, quoi. Tu vois, quelle est la personne que j'aspire à devenir. Oui. Et j'aime bien réfléchir, comme toi tu fais, là, trouver les comportements de cette personne-là. Que fait cette personne-là? Et après me dire, bon, bah, je vais faire ça, et qu'est-ce qu'elle ne fait pas aussi? Et du coup, ça me donne une direction, tu vois. Mais c'est dur au début, parce que c'est... Le problème dans ces changements comme ça, quand ils sont trop drastiques, c'est que tu peux vite lâcher une fois ou deux, et en fait, tu vas te sentir comme une merde et tu vas perdre en estime de soi. Ouais. Donc c'est toujours un équilibre à trouver sur comment tu fais. Et moi, je suis devenu un professionnel du changement, entre guillemets, parce qu'avec mes challenges, à chaque fois, je me fous dans des trucs qui m'amènent dans des choses complètement nouvelles, tu vois. Donc pour moi, je pense que c'est devenu plus facile de créer des identités parce que d'un coup, je peux me dire, ok, ben, je vais me lever à 5h du mat tous les jours, ou d'un coup, je vais faire 5 heures de sport par jour, ou d'un coup, parce que je me mets un objectif. Oui. Et j'ai un hack quand même, c'est que je me mets un objectif ambitieux et je l'annonce publiquement. Ouais, comme ça Skin in the game, mon gars. Ouais. Tu mets ta peau en jeu. Ouais. Et là, t'as pas le choix. Et plus mon audience est grande, et plus je passe pour un con si jamais je le fais pas. Typiquement, le jour où j'ai décidé d'arrêter l'alcool, le lendemain, j'ai publié un post qui commençait par « J'arrête l'alcool, définitivement ». Et ça, ça c'est un gros engagement, tu vois. Parce que t'avais déjà dans l'idée d'arrêter complètement? Ou t'as mis définitivement pour... Je voulais arrêter l'alcool. En tout cas, je voulais boire moins. Je m'étais dit peut-être au début, je vais faire un challenge d'1 an et je ferai le bilan, etc.
Mais en fait, ça c'est trop facile. Donc je me suis dit non, engage-toi publiquement à arrêter l'alcool définitivement. Et là, tu te mets sur le chemin, quoi. Tu vois. Et après, tu peux dériver du chemin ou pas. Moi, je sais que je suis assez exigeant avec moi-même mais maintenant, je me suis prouvé par plein d'autres défis que j'en suis capable. Donc je sais que il y a peu de chances que je vais vraiment craquer et que je vais perdre en estime de moi. Mais par contre, là, si demain je bois de l'alcool, et je pense que c'est ce dont j'ai peur, tu vois, c'est une de mes peurs aujourd'hui, c'est pour ça que j'en rêve toutes les nuits, c'est de craquer et mon estime de moi, elle sera au plus bas, tu vois, si je lâche ça. Surtout après m'être engagé devant autant de personnes. Mon poste, il a fait genre 300 000 vues, tu vois. Donc, maintenant, les gens, ils sont au courant que je bois pas d'alcool. Et même quand je bois des bières sans alcool, il y en a, par exemple, une fois, je buvais une DSP sans alcool et c'était la même bouteille, tu vois. Et j'ai un pote qui arrive, il m'a regardé en mode, quoi? Mais qu'est-ce que tu fais? Je fais, calme-toi, comme ça. Il y a 0 alcool dessus. Même goût, tout. Et je me dis, putain, j'ai presque peur que les gens me voient comme ça, parce que j'ai pris cet engagement-là, tu vois. Mais c'est intéressant parce que ça me fait plaisir d'avoir quelqu'un d'autre qui vit ses cauchemars. C'est presque des cauchemars, des fois. Ah oui, non, mais je me réveille, pas comme un cauchemar, mais comme un, ah merde, tu vois, merde, pourquoi j'ai fait ça? Ouais. Comme si, t'as des tatouages? Non. T'as jamais eu le rêve où tu te tatoues un truc qui dit merde? Non, jamais eu ce rêve. Ah oui, mais je l'ai eu. Putain, attends, je vais l'avoir. Je te l'offre, ça me fait plaisir. Mais c'est intéressant, je discutais avec une amie proche, puis elle s'intéressait un petit peu aux raisons pourquoi je buvais pas, qu'est-ce qu'il faisait, etc. Si j'avais une date butoir ou non. Et je lui ai partagé juste... Hein? T'en as une? De date butoir? Ouais. En fait, je dis une année pour que les gens ils me lâchent. Oui, ok. Parce que j'en avais pas. Et de fait de ne pas en avoir, justement, tu sais, les gens disaient, ah, mais du coup, t'as ton anniversaire, tu vas picoler, tu vois. Et je me disais, puis j'arrivais à mon anniversaire, puis ça me dit, tu bois pas, c'est ton anniversaire. Tu vois. Le plus gros truc, c'était la naissance de mon fils, mon deuxième enfant. T'as pas bu pour la naissance de ton enfant, tu vois. Chez mon you, tu vois. Pauvre gamin, quoi. J'étais, mais en fait, pourquoi? C'est con, tu vois. Mais pourquoi t'es obligé de te mettre une race ou de célébrer avec ça? Puis fête de fin, enfin, tu vois, il y a les fêtes de Noël, fin d'année, etc. Et puis elle m'a dit, mais tu sais, Yann, au final, même si tu buvais une bière, t'as déjà fait beaucoup plus que ce que t'aurais pu imaginer auparavant, tu vois. Donc arrête de te mettre une pression. Et j'étais, mais c'est vrai que je me mets une pression de malade. Parce que, en soi, j'ai pas envie d'arrêter, puis c'est exactement ça. En fait, j'ai l'impression que mon estime sera déglinguée, et aussi ma capacité de tenir les choses, tu vois. C'est un engagement. C'est un engagement. Principalement auprès de moi-même. Au final, je pourrais boire une bière à la maison. Oui, les gens n'ont rien à foutre que tu boives une bière ou pas. Ouais, au contraire, ça va, cool, tu vois. Mais c'est vrai que des fois, et c'est là où je trouve qu'il y a une différence, typiquement toi, quand t'as tes challenges, parce que comme tu l'as dit, t'as un objectif avec souvent une date. Oui. Ça me fait penser souvent aux gens qui, je vais perdre 10 kilos pour le début de l'été. Ils perdent leurs 10 kilos et bam, après ça redégage, ils s'envoient des fondus et puis ils reprennent 2 fois plus. Par contre, c'est, comme là, c'est définitif, j'arrête de boire l'alcool. En fait, c'est pas un objectif avec une date, c'est un changement clairement d'identité presque. Il y avait Ulysse qui buvait, Ulysse qui Exactement. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est par rapport à tes challenges. Est-ce que toi, tu les vois vraiment comme une date butoir, puis après, c'est bon, c'est fait, on bâche, je reviens pas dessus? Ou est-ce que la plupart de tes challenges, en fait, tu avais une date butoir, typiquement, je sais pas, tu dis je vais m'entraîner pour aller courir un marathon, tu fais ton marathon, c'est ton objectif, t'as réussi ton challenge, c'est bon. Est-ce qu'après, tu vas garder quand même des habitudes et des comportements en lien avec ça, ou généralement, est-ce que tu reviens un petit peu dans la version par défaut? Ouais. Ça dépend des challenges, en fait. Ok. Est-ce que tu connais le livre qui s'appelle Finite and Infinite Games, de James Cars? Non, mais il est sur ma liste. Ok. C'est Elliot qui avait fait une vidéo, je crois, dessus. Peut-être. C'est en gros, t'as deux jeux et t'as un jeu qui se termine et un jeu qui... C'est ça, il y a 2 types de jeux. Ouais. Donc il y a les jeux finis, les jeux infinis. Le jeu fini, le but du jeu, c'est de le gagner. Et donc t'as des règles bien définies, etc. Le but d'un jeu infini, c'est de continuer de jouer. Et donc les règles viennent soutenir ce processus-là, elles sont modulables, tu vois. Parce que le but, c'est de continuer de jouer. Moi, les 100 challenges à travers le monde, c'est une liste de jeux finis qui sont au service d'un jeu qui est infini, qui est la découverte de soi. Tu peux jamais avoir terminé le fait de te connaître. Tu peux juste un peu plus te connaître qu'avant. Donc ça, c'est un jeu infini. Mon but, c'est de continuer de jouer. J'adore ces challenges parce que j'aime bien avancer dans cette quête-là, tu vois. Par contre, comme c'est dur de t'engager auprès d'un jeu infini,
et ben je le décompose en plein de petits jeux finis. C'est ma technique que j'ai trouvée. Ouais. Donc dans ces jeux finis, si je prends par exemple l'apnée, l'apnée m'a beaucoup plu. Et d'autres trucs m'ont beaucoup moins plu. Bon, je sais pas, à un moment donné, j'ai appris à lire le géorgien, maintenant je sais plus le lire, toi, parce que je m'en fous. Mais ça m'intéressait d'avoir le processus analytique d'apprentissage d'une langue et de comprendre comment les langues étaient structurées et quelles étaient les différences dans le processus analytique de la réalité en fonction de ta langue. Parce qu'un français, un chinois, un russe pensent pas la réalité de la même manière parce qu'ils ont pas les mêmes algorithmes au niveau du langage, parce que tu penses dans la langue que tu parles, tu vois. Voilà, bon, ça c'est ce qui m'intéressait dans le sujet. J'ai compris ce truc-là, je passais à autre chose. L'apnée, j'ai beaucoup aimé. Donc j'ai commencé un challenge qui était d'apnée statique. Je me suis dit, ok, je vais faire 3 minutes en apnée statique. Un mec m'avait promis que j'en étais déjà capable. Je le croyais pas, j'avais des croyances limitantes. Je pensais tenir 1 minute, si j'étais chaud, peut-être 1 minute 30 avec des techniques, tu vois, mais jamais que ça doublerait. J'y suis allé, il m'a expliqué des principes de l'apnée statique. Dans la journée, j'ai fait 3 minutes 15. Je me suis dit, what the fuck? Depuis, j'ai initié pas mal de mes potes qui font tous ça et qui appellent après leur mère ou leur copine en mode, je donne 3 minutes en apnée. Parce que ça paraît fou dans la tête de la plupart des gens, alors en fait, c'est très simple. Voilà, petite mini digression, mais il se trouve que le sentiment très désagréable de l'apnée n'est pas lié au manque d'oxygène, mais au surplus de dioxyde de carbone que notre corps ne sait pas gérer au début. Et donc en fait, on n'est pas en manque d'oxygène quand on est en mode je vais mourir au bout d'1 minute. On est juste en mode je sais pas comment gérer ce surplus de dioxyde de carbone. Et une fois que tu l'as accepté, tu rentres dans d'autres phases, dans d'autres sensations qui sont assez intéressantes à explorer, jusqu'à arriver aux véritables contractions où tu commences à en chier, quoi, pour de vrai. Ça, tu fais poumon plein, donc. Poumon plein, ouais. Tu peux faire aussi poumon vide, d'ailleurs. C'est encore plus mental. C'est débile. Poumon vide, c'est trop dur. J'ai beaucoup aimé l'apnée statique. Et quand je suis arrivé, bon, il y a une longue histoire sur ce challenge-là, mais en gros, j'avais le gars qui m'avait initié, il était capable de plonger à 30 mètres de profondeur en apnée, et lui et moi, on avait le même truc, c'est qu'on avait l'esprit en mode machine à laver tout le temps, on n'arrivait jamais à faire le vide, et il m'a dit, moi, sous l'eau, c'est mon sanctuaire, tu vois. Je pense à rien, et moi j'étais en mode, what, c'est possible, tout. Voilà, il m'avait sommé d'essayer le freediving si un jour l'occasion se présentait, donc la plongée en apnée. J'ai voulu à plein d'endroits dans le monde, mais c'est très très difficile de trouver des centres. Et à un moment donné, j'ai parcouru la Turquie, je suis allé dans un tout petit village qui s'appelle Kaş, au fin fond de la Turquie, et là-bas, il y avait un centre de freediving. Et je me suis inscrit, j'ai rencontré le gars m'a dit, tu veux plonger à quelle profondeur? Je lui ai dit, à 30 mètres, parce que j'avais pas d'autre référentiel, j'avais aucune idée de ce que c'était, ce qui est quand même une profondeur assez ambitieuse pour un débutant. Et il m'a dit, tu restes combien de temps en Turquie? Je lui ai dit, le temps qu'il faudra. Et là, d'ailleurs, c'est là où il y a un changement. Tu sais, je t'avais dit au début que je mettais mes projets au service de mon ego. Là, c'est un peu l'inverse. Je mets mon ego au service de mes projets. J'ai un ego dont il est bien trop difficile de me détacher. Donc, je vais essayer de le mettre au service de ces défis-là. Parce qu'une fois sous l'eau à 30 mètres, je suis solo du ghetto. Tu vois, quand je remonte, il y a personne qui va venir m'applaudir, tu vois. Je suis tout seul contre moi-même. Et parce que j'ai cet ego, je veux y arriver. Parce que je sais que c'est important et que c'est quelque chose qui va me permettre de grandir, tu vois. Voilà. Il se trouve que, je sais pas si tu connais cette histoire, je t'ai déjà raconté. En fait, t'étais là-bas quand on s'était appelé. Ah ouais, j'étais là-bas quand on s'était appelé. T'étais rasé par contre. Parce que freediving, sinon les bulles rentrent dans le masque. Mais il se trouve que oui, par hasard, la veille du démarrage de mon challenge, il y avait de mon initiation. Le village s'est transformé, il y a eu plein de gens qui sont arrivés, etc. Et oui, il y avait une scène avec marqué Freediving World Championship et je n'en avais aucune idée. Ce qui est quand même lunaire, tu vois. C'est-à-dire, la veille du truc, j'arrive au milieu des championnats du monde de freediving, dans un tout petit village dans le trou du cul de la Turquie. Et là, j'ai rencontré l'équipe de France, je suis devenu super ami avec eux, etc. Et du coup, j'ai fait ce challenge. Je suis allé jusqu'à 33 mètres à l'époque en Turquie. J'ai adoré ça, j'ai poussé après. Et après, j'avais rencontré l'équipe de France. Là-bas, il y avait Stéphane Taureau, qui était vice-champion du monde, avec qui je me suis lié d'amitié, qui m'a invité plus tard, je pense quelques mois plus tard, à un stage à faire à Tenerife. Donc, j'y suis allé. Dans ce stage-là, j'ai poussé mon record à 35 mètres. Je suis arrivé jusqu'à 4 minutes d'apnée statique. J'ai fait 75 mètres aussi en nage sous l'eau, horizontale. Et je suis vraiment tombé amoureux de la discipline, tu vois. Et donc après, j'ai continué un peu à m'entraîner parce que j'aimais bien, c'était ma forme de méditation, tu vois. J'ai quelques habitudes, tous les jours, je lis, je fais du sport et méditation. Parfois, ma méditation, je la remplace par une session d'apnée. À l'air libre, tu vois, dans mon lit, je n'ai pas besoin d'aller dans l'eau, quoi. Maintenant, mon record, c'est 5 minutes 15 en apnée. Et donc, je suis loin de mon premier objectif qui était 3 minutes, tu vois.
Et du coup, je l'ai gonflé, mon objectif. Alors, sur YouTube, il y a le numéro des challenges précis avec l'objectif, mais en fait, sur mon blog, j'ai refait une liste propre où j'en ai enlevé certains qui me plaisaient plus. Ok. Et je l'ai fait évoluer, en fait, ce défi-là. Donc, 3 minutes est devenu 4 minutes, est devenu 5 minutes. Donc, peut-être qu'un jour, j'irai jusqu'à 6, j'en sais rien. Bon, 5, ça commence déjà à être chaud. Oula, il y a plus de 10 minutes. Ah oui, ouais, donc encore un petit peu... J'ai encore de la marge. Ouais. Les gars, ils ont des capacités pulmonaires incroyables. Ils ont aussi une flexibilité pour pouvoir gonfler plus. Enfin, ça, pareil, là, ça devient identitaire. Il faut que tu changes plein de choses dans ta vie pour pouvoir tenir plus longtemps en apnée. Surtout que moi, j'ai pas des grosses capacités de base, tu vois. Ok. Ouais, j'ai des contractions qui arrivent très vite et tout, donc c'est très mental pour moi. Ok. J'ai bien aimé le terme où tu disais que tu avais une croyance limitante par rapport à ça, où tu dis c'est impossible, et au final tu remarques qu'en une journée tu peux la faire exploser. Ouais. Ou finalement je pense que tout le monde peut la faire éclater. Tout le monde est capable de tenir 2 à 3 minutes en apnée. Exactement. J'ai fait le test avec plein de gens qui me disaient impossible. Ok. Et aujourd'hui, toi, est-ce que tu considères encore avoir beaucoup de croyances limitantes? J'en ai toujours, tu vois, mais sur des trucs plus ambitieux forcément. Ok. Je me dis... Là, tu vois, je réfléchissais à acheter un terrain pour construire une tiny house. Puis à un moment donné, je me suis dit, mais si j'achetais un château, tout. Oui. Why not? Pourquoi pas? Et pourquoi pas? Ouais. Et parce que un château, ça voudrait dire que j'aurais un grand terrain et dessus, je pourrais mettre plein de petites, tu vois, de petites tiny houses ou quoi. Je pourrais accueillir des gens et tout ça. Et au début, je me suis dit, bah non, un château, ça coûte 1, 2, 3 millions. Et en fait, il y a des châteaux pas très chers à vendre en France. Et après, je me suis dit, bah, ok, comment je pourrais acheter un château, tu vois. Et bref, et là, je suis dans ce délire-là en ce moment de me dire, bon, bah, j'ai plusieurs pistes, tu vois. J'ai la piste du terrain, j'ai la piste du château, j'ai la piste de différents trucs. Et je suis en mode, plutôt que de me demander, plutôt que de me dire c'est pas possible, me dire comment est-ce que je peux rendre ça réalisable, tu vois. Peut-être faire un crowdfunding, peut-être de créer tout un concept autour d'un château, peut-être de lever des fonds, peut-être tu sais pas, tu vois. Ouais. Donc j'en ai toujours, forcément. Mais t'arrives facilement à les identifier du coup? Parce que je suis devenu meilleur pour les accepter, enfin pour travailler dessus. Pour travailler dessus, quoi. Parce que chaque challenge, je suis allé me frotter à des trucs qui me faisaient peur aussi, tu vois. Okay. Je suis allé survivre dans la jungle ou traverser le Sahara à pied ou le combat de pro de Muay Thai, etc. Tout ça, j'étais en mode wow, est-ce que je vais être capable de le faire, tu vois. Mais après, quand je suis dedans et que je me suis engagé publiquement et tout ça, en fait, il y a plus de marche arrière, quoi. Ouais. Du coup, est-ce que t'as le sentiment d'être inarrêtable maintenant? Enfin, dans le sens où t'as tellement vécu de choses où tu disais ça c'est pas possible et t'as réalisé que ça l'était, avec bien évidemment des fois plus ou moins d'entraînement, hein, on n'est pas là typiquement la croyance limitante de ne pas être capable de tenir en apnée 3 minutes, bah t'as pu l'éclater en un jour, d'autres il t'a fallu peut-être un mois. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui tu te dis encore non ça c'est pas possible pour moi? Non? Plus beaucoup. Je me dis ça va être compliqué, mais voilà. Il y a des choses où je me dis j'ai pas l'énergie pour arriver à ça. Par exemple, les gens qui m'inspirent le plus sont pas les plus riches, sont pas les plus célèbres, sont ceux qui mettent toute leur énergie au service d'un savoir-faire. Tu vois. Typiquement les artistes, les peintres, les dessinateurs, etc. Sur mon livre, j'ai travaillé avec une dessinatrice qui a fait tous les croquis du livre, etc. Et elle a un talent incroyable, mais ça, c'est le fruit d'années passées à dessiner tous les jours avec une discipline de fer, etc. Et je sais que moi, je suis comme un chat, tu vois, tu mets un laser, je regarde à droite, je regarde à gauche. C'est pour ça que mes 100 challenges, c'était un prétexte de m'intéresser à plein de choses, tu vois. Et de pouvoir changer rapidement de discipline parce que je m'ennuie vite. Mais ça, j'ai beaucoup de respect. Excuse-moi, j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là. Et je sais que je serais pas capable de passer 10 ans à travailler une compétence très précise pour devenir très très fort en dessin, par exemple. Bon, finalement, ça fait 5 ans que tu fais quand même une discipline, mais au final, ça reste quand même un petit peu de l'entrepreneuriat. Tu dois apprendre à canaliser, à créer un business model qui tourne pour pouvoir subvenir. L'entrepreneuriat, si. Mais il y en a d'autres sur lesquels je suis plus à l'aise, tu vois. Par exemple, l'écriture, est devenu quelque chose que je fais tous les jours maintenant. J'aurais jamais cru ça. Mais c'est un besoin, au final. Même pas. Non, c'est devenu identitaire, je pense. Oui, ouais. En fait, au début, j'avais besoin, c'était une habitude de mettre et d'écrire mes posts, etc. Et maintenant, j'ai déjà un journal, ça fait partie de mon quotidien d'écrire tous les jours. Donc, j'ai tellement amené ça dans mon truc que, Mais je suis conscient du fait qu'il y a plein de choses que j'aimerais faire, mais j'aurais jamais la patience de le faire. J'adorerais jouer très bien au piano, mais c'est bien plus rapide que ce que tu es, quoi. Est-ce que j'en serais capable? Je sais pas. Tu vois, j'ai encore des croyances limitantes. Ok.
Ah ouais, enfin, pour moi, ça va, parce que c'est pas comme si tu disais, je ne sais pas, tu vois. Ah non, mais je pourrais le faire. Enfin, si je prenais le temps et l'énergie, j'ai aucun doute que je serais capable de bien jouer au piano un jour. Ouais. Okay. Il n'y a plus rien de me semble inaccessible, en fait. Okay. C'est juste à quel point est-ce que je suis prêt à mettre de l'énergie pour atteindre ce niveau, pour atteindre ce domaine, ou... Parce que je suis persuadé que tout le monde est capable de faire des choses extraordinaires. Je pense qu'on a tous une zone de génie, et que c'est Brel, il disait ça, j'aime beaucoup, il disait le talent, c'est d'avoir envie. Tout le reste, ce n'est que du travail, de la sueur. Et c'est ça, le talent, c'est d'avoir envie de faire quelque chose. Justement, quand t'as quelqu'un qui est encore très ancré dans ses croyances, et je sais pas, t'as une discussion avec, et justement, tu remarques qu'il est un petit peu peut-être comme le Ulysse d'il y a 5 ans, ouais. Et qui te sort des « je ne peux pas », ou « c'est pas possible », ou tu réagis comment par rapport à ça? Est-ce que tu vas essayer forcément de lui montrer qu'il a tort, ou tu vas lui poser des questions qui vont lui permettre de lui-même faire un travail d'introspection? Je fais une initiation à l'apnée. Ouais. C'est radical. Je te jure, ça marche trop bien. Ok. Parce que vraiment, 80% des gens disent impossible. Ouais. Impossible de tenir 3 minutes. Ok. Et 90% du temps, ils font plus. Tu vois. Ouais. Ou en tout cas plus de 2 minutes 30. Ok. Et ça, en fait, c'est radical. Tu lui montres par A plus B. Et après, tu dis, bon, bah, voilà. Et ça, c'est duplicable dans d'autres... Bah, bien sûr. Ouais. Et pourquoi pas, tu vois. Bien sûr, oui. Mais il y en a, c'est impossible. Par exemple, ma grand-mère rêve d'écrire un livre. La dernière fois, je lui dis, c'est quoi tes rêves, mamie? Elle m'a dit, je rêverais d'écrire un livre. Je lui dis, bah, écrire un livre. Et elle m'a sorti une liste d'excuses longue comme ça. Elle est trop vieille, elle est trop fatiguée, elle a rien d'intéressant à raconter, alors qu'elle est cultivée comme pas possible. Et je lui ai dit, ben, ok, en fait, là, trop dur, tu vois. Ouais, j'abandonne. J'abandonne, quoi. J'avais beau essayer de lui parler, et en fait, ouais, je pense que ça dépend. En fait, je crois que tu peux pas prendre des décisions difficiles à la place des autres. Le mieux que tu puisses faire, c'est de leur montrer, toi, en rayonnant dans ton quotidien et en leur montrant que tu as fait, par exemple, ce cheminement-là. Tu vois, dans l'escalier du changement, c'est la phase d'inspiration. Et après, phase de motivation, moi, je peux te dire que tu es capable de tenir 3 minutes en apnée. Peut-être ça t'inspire, tu vois. Mais après, si on fait l'initiation, là, tu es dans la phase de motivation. Là, on va commencer à rentrer dans ce changement d'identité qui peut arriver à la fin du parcours. Mais je crois pas qu'on puisse changer les gens, je crois pas qu'on puisse prendre des décisions difficiles à leur place. C'est à eux de créer ce cheminement-là. Et par contre, quand ils sont prêts, là, je peux être là pour eux, tu vois. Bon, mes amis, c'est typiquement ce qui se passe. Il y en a beaucoup qui avaient des doutes sur mon changement, etc. Et aujourd'hui, il y en a plein qui quittent leur job pour lancer des projets, lancer des trucs. Et à ce moment-là, je suis là pour eux. Alors qu'au début, je leur disais, mais faites ça. Et les gens disaient, mais Ulysse, tu nous casses les couilles, on n'a pas envie de faire ça, tu vois. Et alors que pour moi, c'était évident qu'il fallait, typiquement quand j'étais dans ma période startup, monter une startup. Et je pensais que les gens qui montaient pas de startup, ils avaient tort, tu vois. Alors que pas du tout. La preuve, c'est que je me suis planté royalement et je fais n'importe quoi. Ça, c'est un peu ce que tu me diras, t'as ressenti ça aussi. Quand tu t'intéresses au développement personnel, d'un coup, tu remarques que le monde est complètement différent. Enfin, en fait, en tout cas, moi, j'avais vraiment le sentiment d'avoir, une vision très étroite de ce qu'était le monde et ce qui était réalisable. Et quand tu ouvres un petit peu les œillères, tu remarques qu'il y a plein de trucs. Et au départ, moi, j'avais beaucoup de peine à entendre des discours de personnes qui étaient très fermées d'esprit. Et j'avais vraiment l'envie. Enfin, j'étais, non, mais en gros, t'as tort, écoute-moi. Et puis, du coup, tu penses avoir les réponses à tout. Parce que t'as lu un livre sur comment, puis ça t'a ouvert l'esprit. Et j'ai remarqué qu'en fait, tu te confrontes beaucoup plus à un mur, et suivant comment ils vont en plus camper dans leurs décisions, et ils vont se dire, non, mais ferme-la, en fait. Tu peux pas aider quelqu'un qui n'a pas envie d'être aidé maintenant. Non. Et que le meilleur moyen, je remarque là, l'impact que j'ai maintenant dans mon entourage, c'est pas par rapport à ce que j'ai dit, c'est par rapport à ce que j'ai fait. Donc, comme tu le dis, en fait, je pense pas que tu puisses forcément changer quelqu'un si elle en a pas envie. Non, ouais, c'était Hippocrate. Ça dit, tu peux pas soigner quelqu'un qui est pas prêt à abandonner ce qui le rend malade. Mais bon, là, il y a un jugement sur le fait que la personne serait, entre guillemets, enfin, sur le développement personnel, dire, toi, t'es dans le faux parce que. Oui, absolument. Alors que pas forcément. Mais encore une fois, moi, je pense que la meilleure revanche que tu puisses prendre, c'est juste de bien vivre et c'est le mieux que tu puisses faire en fait pour ton entourage. Moi, en vrai, j'ai abandonné maintenant. Si quelqu'un a pas envie, j'ignore, tu vois, je suis en mode, okay, bah, fais ta life, il y a pas de réponse. Peut-être que toi, tu vas trouver un chemin qui est mieux. Le seul truc que tu peux pas faker, entre guillemets, c'est, il y a des gens qui sont épanouis, heureux, et des gens qui subissent leur quotidien, et qui sont malheureux. Même si le bonheur, c'est quelque chose qui est variable, mais en tout cas, qui sont en paix avec ce qu'ils font, et d'autres qui subissent ce
qu'ils font et qui sont pas en paix et qui vivent par défaut et voilà. Et ça c'est quelque chose qui est factuel, tu vois. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc, forcément, quand c'est des proches à toi, moi, ça me touche plus. Quand je vois que, par exemple, certaines de mes cousines subissent vraiment leur travail, subissent leur quotidien, j'ai envie de m'investir, j'ai envie de les aider, j'ai envie de... Des fois, je suis très pushy, trop parfois, je pense. Parce que ça... je suis passé de l'autre côté, donc j'ai vraiment envie de les amener de ce même côté de là, parce que pour moi, ça a été bien. Donc, je suppose que pour elles, ce le sera aussi. Peut-être que je me trompe d'ailleurs. Mais c'est... Par contre, maintenant, pour les gens random, voilà, je m'en fiche, quoi. Ok. Ouais, Moi, je sais plus de convaincre mes potes qu'il faut faire ça. Ouais. Bah, surtout que pas tout le monde en est capable, dans le sens où, si on dézoome sur ta vie actuellement, tu pourrais te dire, bon, bah, c'est simple, il est parti voyager, il fait des challenges, et il filme, et il appuie sur publier. Mais dès le moment où tu zoomes un petit peu sur ton quotidien, bah, tu l'as dit, t'es blindé de doutes, chose que, bah, c'est un avantage d'avoir son job 9 to 5, tu te poses pas trop de questions, Clairement. Et c'est en fait peut-être accepter que les gens ne sont pas prêts en fait à se bouger et de passer à l'action. Quand t'as envie d'aider les proches, enfin, quand tu parlais de ta cousine, c'est vrai que j'ai des proches en tête qui ruminent depuis des années, tu sais, je les vois malheureux et ça me fait mal au cœur. Mais au final, bah, quand tu leur proposes concrètement ce qu'il y a à faire, je pense que la douleur n'est pas assez forte. Ou il y a pas. Je pense pas que ce soit la. Je pense qu'il y en a où la douleur est vraiment très forte, mais la peur l'est encore plus. Peut-être. Ouais. La peur de la peur, tu vois. La peur du doute, la peur de l'incertitude, tout ça. Mais moi, je pense que c'est une question de personnalité quand même. Ok. Il y a un mot que j'aime bien qui s'appelle autotélix. Et les personnalités type autotélix sont celles qui arrivent à créer du sens par eux-mêmes dans leur quotidien, qui ont, quand ils ont un agenda vide, ils sont en mode c'est trop bien, je vais pouvoir le remplir par moi-même, tu vois. Ouais. Et ils vont pas attendre que quelqu'un remplisse leur agenda. Et ça, je pense que c'est quelque chose peut-être qui se travaille, peut-être qui se développe. Mais je sais pas si tout le monde a ce type de personnalité-là, et peut-être qu'il y a des gens pour qui un agenda vide, c'est angoissant, tu vois. Se dire, tiens, putain, comment je vais remplir cet agenda-là? Et donc, peut-être que c'est plus facile pour certaines personnes qui attendent ces moments-là de se lancer et qui ont juste à déconstruire, par exemple, les modèles de la société, les schémas classiques, mais qui derrière sont plutôt bien câblés pour pouvoir se lancer et y aller, tu vois. Oui. Là où pour d'autres personnes, c'est encore plus dur parce qu'il faut non seulement déconstruire tous les schémas classiques, plus développer la bonne personnalité pour pouvoir être à l'aise dans le fait d'être aussi souvent seul. Enfin, tu vois, c'est pas... Ouais. Moi, je suis seul dans mon business. Quand tu écris un livre, mec, c'est très solitaire. T'es seul face à tes idées, t'es seul face à ton texte. Et à la fin, t'es seul face au jugement des gens sur ce qu'ils vont en dire, tu vois. Donc, alors évidemment, tu peux après trouver des hacks. Tu peux être dans un coworking. Moi, je travaille avec un monteur vidéo maintenant, avec quelqu'un qui travaille sur mes produits. Donc, je suis plus tout seul. Mais longtemps, je l'ai été. Ouais. Donc, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Et le truc qui est trop dur, qui a été longtemps difficile pour moi, ça a été de pas juger ceux qui avaient envie de le faire et qui le faisaient pas, tu vois. Ok. Qu'est-ce qui a fait que tu ne juges plus? En fait, je me suis juste un peu désintéressé. Ok. Je me dis, bon, bah, ok, le fais pas. Moi, j'avance, tu vois. Oui, ok. Et de plus leur dire, bah, c'est ta faute et tout, machin. Voilà. Mais ton podcast s'appelle Ose, donc a priori, on s'adresse à des gens qui ont un minimum, tu vois... En tout cas, qui ont cette boule noire. Qui ont cette boule noire, ou qui ont un... Ouais, ce truc... Moi, j'ai une métaphore, je sais pas pourquoi. Un jour, j'ai fait ce rêve, en fait, qui marche assez bien. J'ai rêvé, je sais pas pourquoi, mais c'est une vision, je sais pas, mais que j'étais dans le gymnase de mon collège. Ok. Alors, collège en Suisse, c'est pas le même, si? C'est la même chose? Bon, je sais plus. C'est après l'école, après l'école obligatoire? Ouais, c'est quand t'as 10-15 ans, quoi, tu vois. Ok, ouais. Ah oui, ok. Donc, je sais pas pourquoi ce gymnase-là en particulier, mais j'étais dans ce gymnase et il y avait, je l'imaginais avec plein de lits partout, tu vois. Et je voyais tout le monde, et moi, j'ai l'impression que genre, je me réveille de mon lit et je vois autour de moi tout le monde qui dort. Et je vois des gens qui sont un peu réveillés comme ça, mais tu vois, t'as des barrières autour du lit. Et moi, à un moment donné, je décide de sauter ces barrières et d'aller, tu vois, un peu en inconnu, comme un bébé qui sort de son lit, tu vois, et qui commence à se balader, etc. Et en fait, je prends progressivement conscience que, putain, la vie, elle est quand même trop bien en dehors de ce lit-là, tu vois. Et j'ai envie de secouer tous les gens, de les réveiller, tu vois.
Mais il y en a plein qui se réveillent, qui disent, mais laisse-moi dormir, gros. Genre, je suis très bien là, tu vois, tu fais chier. Voilà. Et dans mon rêve, à la fin, je vois une porte qui est ouverte en dehors du gymnase, et je vois qu'il y a des gens qui sont de l'autre côté de la porte, tu vois. Et au bout d'un moment, je dis, ok, ben, je prends la porte et je sors du gymnase, tu vois. Et donc ça, c'est typique de quelqu'un qui vient de dire son premier livre de développement personnel, il sort du lit, il a envie de dire à tout le monde, hey, t'es mal! Exactement, c'est exactement truc, ça. alors qu'en fait, à un moment donné, juste, t'es en mode, bon, en fait, je vais aller vivre ma propre vie. Mm-hmm. Et je vais aller dehors, et si quelqu'un se réveille, peut-être qu'il pourra voir qu'il y a une porte qui est ouverte, et que de l'autre côté, il y a d'autres gens, et s'il a envie de faire ce truc, ce sera à lui de faire cet effort conscient, de sortir de ce lit, passer au-dessus de la barrière. Peut-être qu'il aura envie de secouer 2-3 personnes sur le passage, et à un moment donné, de juste prendre la porte et de sortir. Et avoir le courage de sortir aussi. Avoir le courage de sortir, et dehors, tu verras, en fait, il y a plein de gens qui sont prêts à t'aider, qui sont prêts à t'accompagner, parce que, et typiquement chez les entrepreneurs, et typiquement chez les gens qui osent, on est tous passés par cette phase de doute et de, putain, on savait pas si oui ou non on allait le faire, tu vois. Donc moi, j'ai beaucoup d'empathie pour ceux qui m'écrivent et qui me disent, putain, je me chie dessus, là, à l'idée de quitter mon job, tu vois. Pas parce qu'on est passé par là, quoi. Ouais, ok. Et c'est bon de savoir que, finalement, tu ne l'oublies pas. Que tu te souviens encore à quel point c'est difficile et que t'es pas en mode, bon, t'es loin derrière. Peut-être parce que c'est pas suffisamment long aussi, comme je te disais. Moi, j'ai écrit à mon moi il y a 5 ans, donc... Mais quand même. On en reparle dans 10 ans, peut-être que j'aurais pris la grosse tête, et peut-être que certains tourons, je l'ai déjà prise, tu vois, j'en sais rien. Ouais. Mais, et que je serais complètement décorrélé de ce qui se passe. C'est comme quand, tu vas te lancer sur YouTube, tu commences à copier, tu dis, je vais étudier ce que fait Squeezie. En fait, pas du tout. Le gars est dans une autre sphère, donc en fait, au début, il faut commencer petit, et tu peux pas non plus, je pense qu'à un moment donné, quand t'as parcouru un certain chemin, c'est même très difficile d'aller conseiller ceux qui sont au début, parce que t'as perdu la notion de ce que c'était au tout début, tu vois. Donc, bon, je sais pas comment ça va évoluer après. Ouais. Je crois que c'est Antoine BM qui justement parlait du fait que quand tu te lances, tu te sens pas légitime, tu te sens comme une merde, tu te dis mais qui suis-je pour parler de ça? Et qu'en fait, c'est une grosse plus-value parce que tu vas être capable de comprendre et de dire d'avoir les mots justes pour la personne qui est juste derrière toi. Ouais. Que quand en fait ça fait 20-30 ans que tu es là-dedans, que tu es un expert, de un, tu comprends plus en fait la personne qui et tu vas pas avoir les mots justes. Et ça, c'est un bon moyen, je trouve, pour un petit peu se décomplexer, un peu éclater le syndrome de l'imposteur où tu dis de fou. J'ai juste à me la fermer, personne va m'écouter. C'est juste il faut arrêter de se comparer à ceux qui ont plus 20 ans d'avance sur toi, quoi. Là, il sort une formation qui s'appelle Vidéo Moche Exprès, tu vois. Oui, ouais, j'ai vu, c'est marrant. On en parlait, là, j'ai déjeuné avec lui il y a genre 4 jours. Mais du coup, il me racontait qu'il lançait sa formation Vidéo Moche pour prouver qu'en fait, tu pouvais faire du YouTube très à la cool et qu'on n'est pas obligé de faire des méga productions et que c'est très cool et voilà, quoi. Bon, il suffit d'aller sur ton compte, hein. Tu le remarques, les premières, c'est pas le même, Oui. Non, pas pour eux, je ne juge pas. Mais moi, je les juge. Elles sont horribles. Moi, je t'ai suivi depuis le tout début. Et puis, c'est ça, en fait, qui pour moi est passionnant. C'est que j'ai eu la chance de tomber sur toi quand t'avais, je crois, même pas 1000 abonnés sur YouTube. Ouais, c'est vrai qu'on s'est parlé au tout début, Ouais, il y a très longtemps. Puis encore, moi, je t'ai écrit quand t'étais déjà passé un step numéro 2, quoi. Enfin, step numéro 2. Ouais. Et je me suis dit, c'est la première personne, je me dis, on sentait quand même qu'il y avait t'avais quand même une flamme qui, je me suis dit, lui, il risque pas de s'arrêter demain, et ce serait cool s'il cartonne. Parce que pour moi, ça voudrait dire, ok, si lui cartonne, il part entre guillemets avec, t'avais pas 1001 atouts, je veux dire, tes vidéos, elles étaient standards. C'était même nul, hein, les premières vidéos. Et encore avant, là, j'en ai mis pas mal en non répertorié de petits essais que j'avais fait avant, qui étaient juste, c'était filmé au téléphone pas stabilisé, avec une musique pas libre de droit derrière, et mon gars, ça faisait 100 vues, et ce qui était déjà cool. Ce qui était déjà cool, ouais. Mais ce qui est génial parce qu'aujourd'hui, ce qui est difficile, c'est on se compare tous à quelqu'un qui est entre guillemets intouchable. Peut-être que quelqu'un qui te connaît aujourd'hui, il va se dire, Ulysse, moi jamais je serais capable, tu vois. Mais ce qui est cool, ce que j'apprécie, c'est que moi je t'ai vu dans tes galères du début, et j'ai pu voir l'évolution, qui pour moi était super rapide, je trouve, par rapport à toi. Ouais, moi j'ai plus le même référentiel maintenant. Oui. Mais il y a pas longtemps, j'ai remarqué que je me disais, purée, quand je me suis lancé, je rêvais de gagner 2000 € par mois et de voyager, et pour moi 100 000 abonnés, c'était... Ça aurait été le jackpot, tu vois. Et aujourd'hui, j'ai plus de 100 000 abonnés sur 3 plateformes, et je gagne beaucoup plus d'argent. Et je l'ai vraiment banalisé ça. Et des fois, je me dis, Ulysse, rappelle-toi que c'est tout ce dont tu rêvais. Ouais, c'est pas banal. C'est pas banal. Et
Et parfois, j'ai du mal à faire ça parce que maintenant, forcément, dans mon entourage, j'ai plein de gens qui ont des millions d'abonnés et je me compare à eux. Tu vois. Je me dis, putain, lui, il a fait un truc très stylé. Tous mes vidéos sont pas au niveau, etc. Ce qui est cool, ça va te tirer en avant. Ouais, c'est un peu l'adaptation hédonique. Tu vois, sur le bonheur, c'est pareil sur tout ce que tu fais. T'as toujours envie d'atteindre et c'est ce que Antoine BM essaie de débunker avec sa formation vidéo moche. Je veux dire, peu importe ton niveau de notoriété, puisque lui, il a 150, 200 000 abonnés, je sais plus, sur YouTube. Ouais. Il en a rien à foutre, il envoie ses vidéos et il kiffe et ça lui amène des prospects, des gens, et il vend des formations parce que c'est ça son métier, il le dit souvent. Il dit, mon but, c'est pas d'être youtubeur, mon but, c'est moi, je suis un formateur, tu vois. Donc, YouTube est un outil à ça et je m'en sers comme d'un outil et je me mets moins la pression. Là où moi, par exemple, je vois YouTube de manière très différente. Moi, je suis plus régulier sur les newsletters, sur LinkedIn ou sur d'autres formats. Et sur YouTube, c'est ma plateforme sur laquelle j'envoie mes bangers maintenant, une ou deux vidéos par an, qui est ultra travaillée, etc. Où je me fais vraiment chier là-dessus et qui me coûte plus d'argent que ça m'en ramène. Oui. Mais c'est mon plaisir à moi. Tu vois. Donc, ouais. Mais c'est dur de déculpabiliser et de prendre du recul et de se dire, oh, putain, c'est apprécier le chemin parcouru déjà. Et... Bah, ouais. Je trouve que c'est un bon rappel. La vidéo est un excellent rappel. Alors, ça, oui. Pour voir d'où tu viens. Parce que c'est factuel. Tu te vois, t'étais nul à chier. Je dis tu, hein, c'est pas forcément toi. Mais... Ah non, mais tu peux le dire. Mais ouais, t'es chez toi, tu bégayes. Suivant comment, tu vois qu'il y a un cut toutes les 2 secondes parce que t'étais pas capable de faire une phrase sans t'arrêter. Et puis qu'à X temps après, bah t'étais là où tournais, tu dis ah ouais ok. Finalement, c'est vachement, tu vois. Ouais. Je sais plus où j'avais lu, mais si tu mates une vidéo de toi l'année dernière et que t'as pas honte, c'est presque un mauvais signe. Ouais, vois, c'est pas évolué. C'est que t'as pas avancé. Ah ouais. Et non mais enfin, il faut vraiment déculpabiliser les gens. Là. Moi, ma première vidéo YouTube, le cadre avait rien de bon. J'enregistrais le son n'importe comment, ça résonnait. J'avais pas mis les lumières. C'est le montage, rien qui va. Mais c'est celle-là qui t'a permis d'être... De cliquer sur publier. Ouais, et puis qui t'a permis par la suite d'évoluer. Ouais. Si t'avais attendu d'être bon, tu serais jamais aussi bon mais bien sûr. C'est un long processus. Il faut peut-être faire 100 vidéos YouTube pour en faire des corrects. Il faut peut-être écrire, je sais pas moi, 200, 300 posts LinkedIn pour comprendre comment le format qui fonctionne, etc. Et le truc, c'est que souvent, quelqu'un qui veut se lancer sur LinkedIn... moi, j'ai une formation qui s'appelle la méthode explorateur où j'explique comment documenter son quotidien sur LinkedIn notamment. Les gens vont forcément les comparer avec mes posts, tu vois, mais que j'ai éprouvé, j'ai passé un temps considérable à analyser et à comprendre les codes de la plateforme. Et maintenant, j'ai un esprit qui est câblé pour écrire des posts LinkedIn, tu vois. Là où je vois chez mes potes, même ceux qui suivent religieusement la formation, il y a des fois, ils ont juste pas ce câblage, et donc quand on retravaille leur post, ils me disent, mais putain, mais j'aurais jamais pensé à faire ça. Et ils se mettent une pression de fou. Je dis, mais t'inquiète, c'est normal. Je dis, écris 200 posts, tu verras, après, ça va venir tout seul, quoi. Donc, potentiellement, dans 5 ans, tu vas trouver ton livre nul, quoi. J'espère. Ce serait bon signe. J'espère que je vais le trouver nul. En tout cas, peut-être pas nul, mais... Non, oui, tu as... En tout cas, ce que j'aime bien, c'est que ça dresse une photographie de qui je suis à 30 ans. Ouais. Et j'espère que j'aurai évolué, en tout cas sur les idées. À 35 ans, j'espère que j'aurai évolué aussi sur le style d'écriture, tu vois. Et c'est tout ce que je me souhaite, c'est d'être meilleur, tu vois. Aujourd'hui, t'es toujours en quête de sens, ou maintenant tu as le sentiment d'être aligné avec tout ce que tu fais En fait, c'est un jeu infini, le sens. À mon avis, ça évolue tout le temps. Enfin, plutôt, est-ce que t'as... Alors, il y a quête de sens et manque de sens. Est-ce qu'à l'heure actuelle, t'as le sentiment d'avoir un manque de sens? Non. Ok. Non, j'arrive à bien remplir ça. Oui. Et j'ai fait la paix avec le fait qu'il n'y avait pas de sens intrinsèque préétabli dans l'univers, tu vois. C'est très lié à l'absurde de Camus, de se dire, bon, l'univers n'a pas de sens, il n'y a pas de réponse qu'on nous offre. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Soit tu te suicides philosophiquement et tu vas par exemple chercher du sens ailleurs, dans une réponse qui est toute faite, alors qui peut être une religion ou autre, ou des dogmes ou n'importe quoi. Soit tu te révoltes et tu te commences à dire ok, il n'y a pas de sens, mais c'est une opportunité pour créer mon sens. Et ça demande un effort, mais je vais le faire. Et chaque personne peut créer le sens qu'il veut à sa vie et créer son monde dans le monde, son jeu dans le jeu, tu vois. Et ça, c'est ce que je m'efforce à faire chaque jour. Et chaque année, le sens un peu de ma quête évolue. Tu vois, là, je suis en quête d'un chez moi. Ce qui me donne du sens le matin, c'est de me dire, tiens, vas-y, je vais essayer d'avancer, de faire un pas chaque jour pour arriver à ça, tu vois. Et après, il y a, bon, là, ouais, c'est des méga parenthèses, méga digressions, mais tu peux, une fois que tu arrives à ce que tu avais choisi, ce que tu avais déterminé, soit tu
Et ce qui est le problème de nombreuses personnes qui sont un peu des achievers, entre guillemets, tu vois, qui ont toujours envie de pousser, toujours envie de se défier, etc. Soit tu te lances un nouveau défi, un nouveau sens, et tu t'arrêtes jamais, en fait. Soit tu t'arrêtes, tu célèbres et tu te contentes de ce que tu as créé. L'avantage de se contenter, c'est que tu peux atteindre certains états de paix qui, derrière, peuvent t'ouvrir les portes du bonheur parce que tu n'as plus envie d'être ailleurs, tu n'as plus envie de faire autre chose, etc. Dans mon livre, j'ai une phrase, c'est le jour où j'arrêterai de partir, peut-être pourrais-je prétendre au bonheur. Tu vois. Parce que c'est pas parce que j'ai fait tout ça que j'étais heureux dans mes voyages, tu vois. Il y a plein d'expériences qui me rendaient heureux ponctuellement, mais j'étais, tu vois, normal. J'ai un niveau de base qui est le mien, je suis assez stable émotionnellement. Mais ça veut pas dire que j'étais le mec le plus heureux du monde, au contraire, tu vois, il y avait pas mal d'incertitudes, de doutes, etc. Par contre, aucun regret, tu vois, parce que j'étais épanoui. Je savais que j'allais dans la bonne direction. Parce qu'on pousse vraiment le bonheur comme étant un graal, etc. Mais du coup, dans cette quête de sens, souvent on va chercher des choses qui nous rendent heureux. Et en fait, parfois, c'est juste se contenter de ce que t'as. Et ça, c'est un choix qui est personnel, tu vois. Il y en a qui vont être vachement dans le contentement, et je vis avec peu de choses, tu peux être un moine et te délester de tout et être très heureux. Et d'autres qui vont se dire, bah non, en fait, moi, mon ambition, c'est de, je sais pas, par exemple, imaginons, j'ai envie de marquer l'histoire, et ben, je vais aller me bouger le cul, et je serai jamais heureux, mais je vais marquer l'histoire, tu vois. Ou je vais faire ci, ou je vais faire ça. Et je pense pas qu'il y a de réponse unique, tu vois. C'est à chacun de se dire, ok, comment est-ce que j'ai envie de mener ma vie? Par quelles émotions j'ai envie de passer? Est-ce que j'ai envie d'être heureux? Est-ce que j'ai envie d'être légendaire? Est-ce que j'ai envie de... Est-ce que justement tu as finalement, avec notamment ton travail d'introspection, est-ce que vouloir être une légende et marquer l'histoire, quand finalement t'es quelqu'un qui serait heureux en vivant très simplement, en se contentant de ce qu'il a, bah tu vas être malheureux. Même si finalement t'es légendaire, tu marques l'histoire, potentiellement, bah tu vas pas être... Il y a plein de gens qui sont très sérieux, qui sont très déprimés aussi, hein, tu vois, donc c'est le choix. La meilleure histoire que j'aime bien, c'est celle d'Achille, tu vois. Quand sa mère a une vision, enfin, avant de partir, je crois que c'est Ulysse qui vient le convaincre de partir à la guerre. Lui, il en a pas très envie au début. Et sa mère lui dit, écoute, Achille, si tu restes ici, tu vas avoir une femme, tu vas avoir des enfants, tu vas vivre très heureux, tu auras une belle vie, etc. Mais dans 1000 ans, tout le monde t'aura oublié. Si tu vas à la guerre de Troie, tu vas mourir, mais ton nom résonnera pour l'éternité. Et Achille fait son choix. Il va à la guerre. C'est pour ça c'est pour ça qu'on parle de lui aujourd'hui. Oui, bien sûr. Ouais. Tu vois. Mais est-ce que Achille était fondamentalement heureux? Il pète des câbles tout le temps quand il y a rien qui va. Il se dispute avec Agamemnon, il fait la gueule à un moment donné, il va plus se battre. Enfin bref, il y a plein de moments où non, il est pas heureux, tu vois, de son choix. Et d'ailleurs, alors ça, je sais pas si c'est véritablement dans l'Odyssée ou pas, mais je crois que dans l'Odyssée, Ulysse va aux enfers à un moment donné, il rencontre Achille. Je sais pas dans quelle version de l'Odyssée c'est. Est-ce que c'est vraiment celle d'Homère initialement? Est-ce que c'est des interprétations de l'Odyssée? Mais il rencontre Achille et il lui dit, Achille, incroyable. Et Achille lui dit, putain, Ulysse, t'es mort toi aussi. Il dit, non, je suis juste venu là en soum-soum, mais parce que c'est dans mon voyage, mais je suis pas mort, je vais retourner à la surface après. Mais regarde à quel point t'es célèbre, t'as marqué l'histoire, etc. C'est incroyable et tout. Et Achille lui dit, mais à quoi bon être célèbre quand on est mort, tu vois? Moi ici, c'est l'enfer, tu vois. C'est pas du tout fun. C'est limite s'il regrette, tu vois. Alors, je sais pas s'il a vraiment des regrets ou pas, mais en tout cas, il est en mode, peut-être qu'une vie un peu posée, ça aurait pu être cool. Ça, c'est qu'une interprétation personnelle. Mais voilà. Excellent. Bah écoute, ça a été un échange très pertinent, et je pense que pour toutes les personnes qui, justement, ont cette petite boule noire ou qui ont déjà osé et puis qui souhaitent aller à chaque fois plus loin, qui ont peut-être un manque de sens à l'heure actuelle, bah tu peux expliquer un petit peu comment tu pourrais les aider, toi? Je pense que le mieux, c'est de rentrer dans mon univers par une porte ou un autre. Ça peut être d'aller regarder certaines vidéos sur YouTube, peut-être de lire mon livre. Après, j'ai des formations. Je veux un atelier d'introspection qui a un programme en 30 exercices pour trouver sa voie. Dedans, pareil, il y a pas de réponse, il y a que des questions. Et chaque exercice, donc c'est 3 étapes. C'est de faire un bilan sur sa vie, clarifier sa vision, puis passer à l'action. C'est du développement vraiment personnel. Et après, il y a la méthode explorateur pour apprendre à documenter son quotidien sur LinkedIn et faire des posts qui cartonnent. Mais tout ça, peut-être que le plus simple, c'est de ulyssesluban.com, taper Ulysse Luban dans Google, quoi. Mais peut-être le livre, c'est une bonne porte d'entrée, je pense. Ok. Qui sera dispo le 22 mai. 22 mai 2024 pour celles et ceux qui nous écoutent. Voilà. Qui s'intitule 1000 jours en quête de sens, une odyssée moderne. Excellent. Voilà. Certainement le plus gros défi pour toi à l'heure actuelle? Oui, sans aucun doute. C'était le plus difficile, en tout cas. Puis dernière question que j'aime bien poser, quelle est la dernière chose que tu as osé faire, que tu n'osais pas, qui t'a demandé beaucoup de courage? Bah là, les livres? Les livres, ça va être... c'est un gros truc. Mais sinon, en dehors du livre, je pense que c'est accepter le fait que ma vie de nomade est terminée et de
commencer à choisir la contrainte de m'installer quelque part. Tu vois. Ouais. Quelque chose que je faisais pas avant parce que j'avais très 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 peur de ces contraintes-là et je pensais que ça m'enlevait de la liberté. Aujourd'hui, j'ai changé de définition de la liberté. Je pense que c'est de choisir consciemment ces contraintes, Ouais. de ne pas les subir. Mais c'est pas parce que tu as 0 contrainte que tu es libre. En tout cas, enfin bon, la liberté peut signifier beaucoup de choses pour beaucoup de gens, donc Ok. c'est la mienne. Bah, je me réjouis en tout cas de te retrouver dans peut-être 5 ans avec certainement pas des enfants, pas encore. Ouais, Tu verras que je sais pas. je spoil pas, mais la vie prend encore un autre sens lorsque tu as Ah bah ça, j'en doute à titre pas, personnel. hein. Encore une fois, c'est peut-être ça l'est pour moi, mais tu sais pourquoi tu te lèves le matin aussi. Ouais, T'as encore une autre raison, encore plus. ça donne du sens, je pense. Ça donne du sens, ouais. J'ai noté dans mon livre à un moment donné la phrase, et je pense que c'est quelque chose qui va donner beaucoup de sens pour moi dans la prochaine décennie, c'est que j'aimerais devenir un maillon fort dans la chaîne des générations, tu vois. Et bah, être parent, c'est une manière de le faire, il y en a d'autres, mais ouais, j'imagine à quel point ça peut être incroyable en termes de sens, en termes de... Je trouve pas le mot en français, putain, j'ai trop d'anglicisme. Là, je reviens de voyage, j'ai beaucoup voyagé, donc je parlais qu'en anglais. De fulfillment. Ouais. Donc voilà, ce sera un prochain arc, on pourra parler enfant quand Avec on grand aurait, plaisir. Avec grand plaisir. Une dernière question que tu lanceras à quelqu'un qui... si tu devais donner une seule question à Ulysse il y a 5 ans, ce serait laquelle? La plus pertinente. Bah, c'est celle qui m'a bougé, moi. C'était quelle histoire que tu veux raconter sur ton lit de mort, tu vois. Moi, c'est celle qui m'a... Elle a été catalyseur, tu vois, cette question. Trop cool. Signe Alex, d'ailleurs. Signe Alex. Elle était bien, cette question. On le laissera En tout cas, moi, c'est celle qui m'a fait ding. Ok. Donc, rappelez-vous. Quelle histoire. Quelle est l'histoire que vous voulez laisser sur votre... Non, racontez. Raconter. Si t'as toute la famille autour de toi, là, bon, voilà. De quoi les gens se souviendront de toi? Est-ce que c'est le courage? Est-ce que c'est la bonté? Est-ce que c'est la résignation? Est-ce que c'est la révolte? Est-ce que c'est... Excellent. Voilà. Cool, bah Ulysse, merci infiniment. Merci à toi. À mon tour merci d'être venu jusqu'ici. Là. Avec grand plaisir. À Bulle, en Suisse. À Bulle, ouais. C'est maintenant à mon tour de vous faire découvrir. Enfin, non. Grave. On va aller... Ma chérie, je ne vais pas pouvoir lui faire découvrir, elle connaît, mais... On va aller balader. Exact. On clap. 1, 2, 3. On réessaye. 1, 2, 3. Voilà, cool.